Préparez-vous à plonger dans la mer des mystères, également connue sous le nom de mer Noire. C'est la plus grande étendue d'eau intérieure au monde, plus vaste que l'ensemble de l'État de Californie. Elle abrite des dizaines de navires perdus, ainsi que quelques tunnels sous-marins secrets. Certains pensent même qu'elle fut autrefois une carrière exploitée en 6 phases distinctes. La mer Noire présente des couches d'eau horizontales qui ne se mélangent pas, avec des niveaux de salinité variés. L'eau salée provient de la Méditerranée, tandis que l'eau douce est apportée par les rivières. 10 des plus grands fleuves d'Europe se déversent effectivement dans cette mer, et elle reçoit plus d'eau douce par les rivières et les précipitations qu'elle n'en perd par évaporation. Enfin, l'excédent d'eau s'écoule à travers le Bosphore en direction de la mer de Marmara, formant 2 courants distincts. Le courant supérieur évacue l'eau de surface de la mer Noire, tandis que le courant inférieur apporte l'eau salée de la Méditerranée. Ainsi, les couches supérieures de la mer Noire sont-elles moins denses que les couches inférieures. L'oxygène provenant de l'atmosphère et de la photosynthèse reste dans les couches de surface et à des profondeurs excédant les 90 mètres au large et jusqu'à 150 mètres près du rivage, la vie est impossible. Seules certaines bactéries y survivent. Bien qu'il n'y ait pas d'air dans les profondeurs de la mer Noire, la couche supérieure abrite environ 750 espèces de phytoplancton. Les œufs et les larves de poissons et d'invertébrés se trouvent dans les régions côtières. On recense également 180 espèces de poissons dans la mer Noire, dont certaines sont précieuses, comme le chinchard, l'aiguillat commun et le sprat. Le niveau de l'eau y est toujours constant, sans marée haute ni marée basse. Ainsi, la surface de la mer est toujours calme et sereine. Cependant, elle cache une caractéristique surprenante, une rivière sous-marine. Ce courant d'eau salée traverse le détroit du Bosphore et longe le fond marin. Cette incroyable découverte, réalisée par des scientifiques de l'université de Leeds, a été annoncée en 2010 et c'est la première rivière sous-marine de ce type jamais découverte. Elle se forme lorsque l'eau salée de la Méditerranée se déverse à travers le détroit du Bosphore dans la mer Noire, où l'eau a une salinité bien moindre. La zone dépourvue d'oxygène de la mer Noire constitue une chambre de conservation idéale pour les trésors cachés dans ses profondeurs. Véritable coffre à trésors pour les épaves, cette mer a révélé ses secrets par hasard. Des archéologues maritimes étudiaient alors les niveaux de la mer pour comprendre la montée des eaux après la dernière ère glaciaire lorsqu'ils sont tombés sur plus de 40 épaves inconnues. À l'aide de 2 véhicules téléguidés, les chercheurs ont exploré le fond marin, filmant et produisant des images tridimensionnelles détaillées des navires assemblées à partir de milliers de photos haute résolution. Selon le New York Times, parmi les 44 navires retrouvés, certains se distinguent particulièrement, comme un navire de commerce médiéval du XIIIe ou XIVe siècle. Un autre navire ottoman, surnommé la Fleur de la mer Noire, pour ses sculptures en forme de pétales, a également été découvert. L'équipe a observé des détails fascinants sur d'autres navires, tels que des cordages, des marques de burin, des gouvernails et diverses sculptures. Aucun plan d'excavation n'a encore été annoncé, mais ces épaves pourraient renfermer des trésors historiques tels que des livres ou des parchemins. Il serait sûrement intéressant de les récupérer. La découverte la plus extraordinaire dans la mer Noire est celle que les archéologues considèrent comme l'épave intacte la plus ancienne au monde. Ce navire grec antique, long de 23 mètres, repose presque indemne depuis plus de 2400 ans, à plus de 1600 mètres de profondeur, avec son mât, ses gouvernails et ses bancs de rames toujours en place. Les chercheurs pensent qu'il s'agissait d'un navire de commerce, semblable à ceux représentés sur les anciennes poteries grecques, comme le vase d'Ulysse et des sirènes du British Museum. Ce vase, qui date de la même période, nous montre un navire acheminant le héros au-devant des sirènes tentatrices. L'équipe a prélevé un échantillon pour une datation au carbone, confirmant qu'il s'agit de l'épave intacte la plus ancienne jamais recensée. La préservation exceptionnelle de ce bateau illustre le talent des constructeurs de l'époque. Sans la présence de microbes, de vers ou d'autres créatures pour dévorer les épaves, il n'est guère surprenant que ces navires se trouvent dans un état presque impeccable. Si le Titanic avait coulé dans les mêmes eaux, il serait aujourd'hui en bien meilleur état, sans être rongé par les micro-organismes sous-marins. Une théorie intrigante, connue sous le nom d'hypothèse du déluge de la mer Noire, suggère qu'une immense inondation se serait produite il y a environ 7500 ans. Dans les années 90, 2 géologues ont émis l'hypothèse qu'à la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 7 à 12 000 ans, le réchauffement climatique de la Terre
aurait provoqué la fonte des calottes glaciaires et la montée des niveaux marins, transformant la mer Noire en un petit lac d'eau douce. Ce lac était séparé de la mer Méditerranée par un barrage naturel au niveau du détroit du Bosphore. Puis, lorsque le niveau global des océans a augmenté, la Méditerranée a commencé à déborder dans le bassin de la mer Noire. Ils estiment que le niveau de la mer s'est élevé de 15 cm par jour, inondant les zones côtières et altérant définitivement leur environnement. Des échantillons prélevés au fond de la mer Noire révèlent un passage brusque d'une faune d'eau douce à des espèces marines, suggérant un afflux rapide d'eau salée. Des études sous-marines ont également identifié d'anciens littoraux et des structures humaines, prouvant que des populations vivaient dans des zones aujourd'hui submergées par la mer Noire. En outre, le moment de cette inondation correspond au schéma connu de migration humaine vers l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Certains pensent même que ce déluge pourrait être celui décrit dans l'histoire de l'Arche de Noé. Cependant, les critiques de cette théorie affirment que les preuves avancées ne sont pas aussi catégoriques et que la transition de l'eau douce à l'eau salée aurait pu être plus progressive. Ils débattent également pour savoir si les habitants ont déserté la région avant ou après sa submersion. Une ancienne chronique, datant d'environ un siècle, détaille l'existence de 2 tunnels souterrains partant de Roumanie et de Bulgarie et s'étendant sous la mer Noire jusqu'en Turquie. Autrefois, les paysans utilisèrent de tels tunnels pour déplacer leurs troupeaux vers l'Empire ottoman et le reste de l'Asie mineure. Qui a bien pu les creuser et la raison pour laquelle ils passent sous la mer demeure des questions sans réponse. À la Première Guerre mondiale, les entrées de ces tunnels ont été scellées pour des raisons de sécurité et gardées sous étroite surveillance. L'armée roumaine était parfaitement au courant de l'existence de ces tunnels et a continué d'en interdire l'accès. Dans les années 80, des ouvriers travaillant sur le canal Danube-Mer Noire ont accidentellement découvert une autre entrée de ces mystérieux tunnels, située dans un cimetière de Murfatlar, en Roumanie. Ces mêmes ouvriers utilisaient régulièrement le passage pour transiter en Bulgarie. Mais ce qui rend ces tunnels encore plus fascinants, c'est que l'on raconte qu'ils auraient été construits il y a plusieurs milliers d'années. Creuser un tunnel sous la mer est une tâche pour le moins complexe, même avec nos technologies actuelles. Et si ces tunnels sont vraiment aussi anciens, leurs constructeurs étaient incroyablement en avance sur leur temps. Enfin, une légende urbaine raconte que la mer Noire posséderait son propre triangle des Bermudes. Les pêcheurs ont décrit un tourbillon furieux qui apparaîtrait soudainement, entraînant sous les flots des oiseaux, des navires et même de petites îles. En 1944, un navire aurait mystérieusement disparu en plein jour, entouré d'un brouillard noir qui brillait d'une inquiétante lueur verte. Depuis, personne ne l'a jamais revu. Bien que personne ne puisse attester avec certitude de cette histoire, elle ajoute une touche ésotérique et effrayante aux énigmes de la mer Noire. Regarde cette carte. Ce n'est pas la carte classique de Google Maps que tu as l'habitude d'utiliser. Là, tu peux voir les endroits les plus mystérieux du monde. Du triangle des Bermudes aux pyramides de Gizeh, de l'île des Poupées à l'île de Pâques. Prends ton chapeau d'aventurier et c'est parti. Tu t'aventures au fin fond du Sahara. Qu'est-ce qui se dessine à l'horizon? On dirait les vestiges d'une civilisation autrefois florissante. Près de la ville de Tiaret, à 250 km au sud-ouest d'Alger, tu trouveras 13 monuments entourés de mystères. Tu vois de grandes voûtes souterraines et d'autres constructions faites de pierre. Elles ont été construites entre le 4e et le 7e siècle de notre ère. Certaines chambres sont reliées entre elles par un labyrinthe et il faut environ 2 heures pour le parcourir. Les personnes qui habitaient autrefois ce lieu ont sculpté des scènes de chasse et des silhouettes d'animaux sur les murs. Les chercheurs pensent que le site a été érigé comme lieu de repos final pour la royauté berbère. Mais il n'y a aucun moyen de le prouver, et la ville abandonnée dans le désert reste un mystère. Maintenant, que dirais-tu d'aller sur l'île des Poupées? Tu devrais avoir la chair de poule rien qu'en entendant ce nom. En descendant un ancien canal aztèque, tu trouves cette île mystérieuse. Des centaines de poupées abandonnées sont suspendues aux arbres. Il y en a tellement que tu en perds le compte. Les légendes racontent que c'est un homme qui les a accrochées là. Il a décidé qu'une seule n'était pas suffisante, si bien qu'il a passé sa vie à suspendre des poupées aux arbres. Le résultat est effrayant.
Tout aussi effrayant, il y a dans le désert mexicain un endroit appelé la zone du silence de Mapimi. Les gens disent qu'aucune radio, ni aucun type de signal ne peut être reçu par ici. Tu ne voudrais pas être perdu là-bas. Dans l'extrême nord du Canada se trouve le lac Anjikuni, un endroit pour le moins inhospitalier. Il est recouvert de neige et de glace pendant la moitié de l'année. Il était autrefois la demeure du peuple inuit. Mais quelque chose de terrifiant est arrivé à tout ce village. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce mystère n'est toujours pas résolu. En 1930, Joe Labelle traversait un village qui semblait désert. Il a remarqué que quelque chose clochait. Il n'y avait aucun bruit ni aucun signe d'activité humaine. Il a ouvert les portes les unes après les autres, mais il n'y avait personne. Tous les habitants du village étaient partis. Ils avaient laissé derrière eux 7 chiens de traîneau encore attachés à leur piquet. À ce jour, personne n'a su expliquer cette disparition. Mais l'un des plus grands mystères du monde reste celui des pyramides de Gizeh. La grande pyramide elle-même a été construite comme lieu de dernier repos pour le pharaon Khéops il y a environ 4500 ans. La façon dont les Égyptiens ont réussi à construire les pyramides sans aucune des technologies dont nous disposons aujourd'hui reste inexpliquée. Autre fait intéressant, les pyramides s'alignent avec la ceinture d'Orion et sont toutes orientées vers le nord. Le parc national de Yellowstone est connu pour sa beauté, mais aussi pour certains accidents bizarres. Par exemple, pendant l'été 1929, des centaines de personnes visitant le site sont tombées malades. Tout a commencé avec 6 employés, mais le mal s'est rapidement étendu au personnel et aux clients de différents hôtels. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les gens ne mangeaient pas les mêmes aliments, ils n'ont pas non plus bu à la même source d'eau ni séjourné dans le même hôtel. Assure-toi de garder un œil sur quoi que ce soit d'étrange si jamais tu passes dans la région. On raconte que l'eau de la rivière Need, dans le North Yorkshire, transforme les choses en pierre. Des gens du monde entier viennent voir ce phénomène de leurs propres yeux. Les touristes et les habitants de la région s'y rendent pour laisser différents objets dans le puits. Un vélo abandonné dans celui-ci s'est transformé en pierre plusieurs jours plus tard. Un vieil ours en peluche est devenu un morceau de roche. Beaucoup ont cru que quiconque mettrait les pieds dans cette eau connaîtrait un destin similaire. Mais selon les scientifiques, ce n'est qu'un phénomène naturel. L'eau locale est riche en minéraux qui forment un revêtement autour des objets. C'est cette coque dure qui leur donne l'impression d'être pétrifiées. En parlant de pierres, comment des pierres peuvent-elles glisser sur le sol toutes seules? À Racetrack Playa, un lit de lac asséché du parc national de la Vallée de la Mort en Californie, elles le font. Ces roches mouvantes ont été observées depuis le début des années 1900. Les habitants pensaient que des vents forts les poussaient, tandis que d'autres théories impliquaient des champs magnétiques. En 2014, les chercheurs ont découvert que les rochers étaient en fait poussés par une pellicule de glace fondante poussée par les vents. Le triangle des Bermudes est un lieu tristement célèbre dans le monde entier. C'est là que plus de 50 navires et 20 avions ont prétendument disparu. Les missions de sauvetage ne sont jamais revenues. Il est situé au large des côtes de la Floride, au milieu de l'océan Atlantique. Les disparitions inexpliquées qui s'y sont produites remontent au milieu du 19e siècle. Il existe différentes théories sur les raisons pour lesquelles les navires et les avions semblent s'évaporer dans cette région. Certaines affirment que la zone est simplement très brumeuse, ce qui rend la navigation difficile. Une autre stipule que le méthane qui remonte à la surface de l'océan peut être la réponse au mystère. Mais aucune de ces théories n'a encore été prouvée. Au Pakistan, pays très montagneux, tu trouveras la cité perdue de Mohenjo-Daro. C'est un ancien site archéologique datant de 2500 ans avant notre ère. Les scientifiques pensent que la ville a été construite par la civilisation de la vallée de l'Indus. Il y a là un réseau de rues bien planifié. Et regarde ce système de drainage élaboré. Personne ne sait ce qui est arrivé aux habitants de cette ville. La seule chose dont les scientifiques sont presque sûrs, c'est qu'il semble que quelque chose ait brusquement mis fin à leur vie. Le mystère de l'île de Pâques a-t-il enfin été résolu? Tu as probablement entendu parler des fascinantes statues monolithiques qui se dressent sur cette île polynésienne. Les statues, appelées moai, pèsent jusqu'à 90 tonnes et ont été construites par le peuple Rapa Nui. La façon dont ils ont réussi à transporter les statues reste inexpliquée. Des chercheurs de l'Université de Californie pensent que les statues ont été construites pour rendre le sol de l'île plus productif.
Et en effet, une analyse a révélé que les zones où se trouvent les sculptures moaï sont effectivement plus fertiles. La forêt tordue en Pologne est pour le moins bizarre. Il s'agit d'un bosquet de pins aux formes étranges, semblant tout droit sorti d'un film de science-fiction. Le bois abrite environ 400 pins qui ont été plantés en 1930. Ils se courbent tous d'abord vers le nord, puis continuent de pousser à la verticale. Personne ne sait vraiment pourquoi cela se produit. La forêt environnante est pourtant pleine de pins parfaitement droits. Y a-t-il réellement une créature monstrueuse qui vit au fond du Loch Ness en Écosse? Qu'il s'agisse d'un mythe ou de la réalité, cette légende fait froid dans le dos. La légende du monstre du Loch Ness est apparue autour de 1933. Depuis, les gens prétendent avoir vu des dragons, des monstres préhistoriques et des serpents de mer dans le lac. Qui sait si nous saurons un jour la vérité? Le bassin de Wharton, au large de la côte ouest de l'Australie, est le siège de phénomènes géologiques étranges. D'énormes tremblements de terre s'y produisent, les uns après les autres. Cela ne serait pas surprenant si la zone était située au-dessus d'une ligne de faille, qui est l'endroit où deux plaques tectoniques se rencontrent. Mais ce n'est pas le cas. La zone est située sur la plaque australienne. Les chercheurs pensent néanmoins qu'une nouvelle ligne de faille pourrait être en train de se former à cet endroit. C'est la seule explication raisonnable à ce qui se passe dans cette zone. L'un des endroits les plus isolés de la Terre, le pôle Nord, est aussi mystérieux que possible. C'est une terre faite de glace et de disparitions étranges. À la fin des années 1840, une expédition de plus de 130 personnes, connue sous le nom d'expédition Franklin, a disparu dans cette région. Certaines traces en ont été retrouvées 150 ans plus tard. Une chaussure en cuir et des fragments d'un journal de bord. Ont-ils tous été embauchés par le Père Noël pour travailler dans son usine de jouets? Le Machu Picchu est aussi connu comme la cité perdue des Incas. C'est un témoignage de la puissance de cette civilisation. Mais la fonction du site reste un mystère à élucider. La citadelle a été construite à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer vers 1450. La question demeure, pourquoi les Incas ont-ils construit une ville comme celle-ci dans un endroit aussi inaccessible? Les archéologues ont découvert que la plupart de la ville était construite sous terre, et environ 60% de l'endroit reste inexploré. Alors qui sait ce qui pourrait se cacher là-dessous? La fosse des Mariannes est l'endroit le plus profond et le plus sombre du monde. Imagine, pas de lumière du soleil, des eaux glaciales. Il semble y avoir peu, voire aucune chance que la vie existe si profondément sous la surface. Pourtant, les explorateurs maritimes affirment entendre un son bizarre provenant des profondeurs de la fosse. Les enregistrements de ce bruit mystérieux conduisent certains à croire qu'un monstre des profondeurs y a élu domicile. Voyons, est-il possible de savoir combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes? Leurs disparitions ont-elles été causées par des erreurs humaines ou des phénomènes météorologiques? Nous allons voir tout ça aujourd'hui. L'histoire du SS Cotopaxi est étrange. Ce navire a disparu en 1925 alors qu'il voyageait de Charleston, en Caroline du Sud, à La Havane. Il n'a jamais atteint sa destination. Des années plus tard, dans les années 1980, une épave a été retrouvée à 65 km au large de Sainte-Augustine, en Floride. Comme les spécialistes n'ont pas pu déterminer ni sa provenance précise, ni ce dont il s'agissait exactement, ils l'ont surnommé le Bear Wreck, ou épave de l'ours. Il a fallu de nombreuses années de travail supplémentaires, effectuées principalement par des biologistes marins, pour confirmer que ce navire était bien le SS Cotopaxi. Cela n'a été vérifié qu'en janvier 2020. Comment le navire a-t-il pu réapparaître? Et comment est-il arrivé là? Puisqu'il ne devrait même pas passer par le triangle des Bermudes. Voyons d'abord qui a inventé ce terme, triangle des Bermudes. Peut-on réellement localiser ce triangle sur une carte? Non, et ce n'est pas non plus un lieu officiellement reconnu. Le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Personne ne s'est mis d'accord sur ses limites exactes. Il n'existe que des hypothèses, et sa superficie totale varie selon les estimations de 1,3 à 3,9 millions de kilomètres carrés. Selon toutes les sources disponibles, cette zone aurait une forme vaguement triangulaire. C'est en 1964 qu'un auteur américain du nom de Vincent Hayes Gaddis en a eu l'idée en écrivant un article pour le magazine Argosy. Il a utilisé le nom de triangle des Bermudes pour décrire une région de l'océan qui aurait détruit des centaines de navires et d'avions sans jamais laisser de traces. Si c'est assez difficile de connaître le nombre de navires et d'avions disparus, c'est parce que plus d'un s'est volatilisé sans qu'on puisse suivre sa trace.
Leurs épaves n'ont tout simplement pas été retrouvées. Mais les histoires qui circulent à leur sujet devraient nous aider. Les premières légendes concernant le triangle des Bermudes remontent au XVe siècle. Par exemple, celle de l'explorateur italien Christophe Colomb. Alors qu'il naviguait dans l'Atlantique, il est passé par cet endroit en 1492. Dans la zone que nous nommons aujourd'hui le triangle des Bermudes, il a aperçu une énorme flamme frapper l'océan avec violence. Plus tard, et au même endroit, il a vu une étrange lumière clignoter. Comme ce fut le cas pour de nombreux autres marins depuis lors, sa boussole s'est inexplicablement déréglée. L'Escadrille 19, 5 avions torpilleurs de l'US Navy qui effectuaient un vol de routine en 1945, sont également venus nourrir la légende du triangle des Bermudes. Le commandant de l'expédition était le lieutenant Charles Taylor, et on a écrit qu'il se serait perdu de manière inexplicable. Comme les pilotes n'avaient pas de GPS à l'époque, ils dépendaient de leur boussole et devaient garder le compte du temps qu'ils avaient passé à voler dans telle ou telle direction, ainsi que de leur vitesse. Peu de temps après avoir accompli leur mission, leur boussole aurait cessé de fonctionner correctement. Les documents trouvés après la disparition de l'escadrille indiquent également que Taylor ne portait pas de montre ce jour-là. Selon le rapport initial, une erreur de pilotage aurait été la cause de ce malheureux incident. Cependant, cela ne convainquit pas tout le monde. Et on modifia le rapport où il fut écrit « cause ou raison inconnue » après plusieurs examens. Un autre pilote, nommé Bruce Gernon, a affirmé qu'il avait traversé une sorte de brouillard électronique en passant au-dessus du triangle, ce qui l'avait fait voyager dans le temps. En 1970, lorsque cet incident s'est produit, il pilotait son avion lorsqu'il s'est retrouvé au milieu de 2 énormes nuages et d'un violent tourbillon. Comme beaucoup d'autres avant lui, il a remarqué que son système de navigation fonctionnait mal. Lorsqu'il a finalement réussi à sortir de ces nuages, il a découvert que son vol n'avait duré que 35 minutes, alors qu'il aurait dû prendre 75 minutes au total. Comme il ne disposait d'aucune explication raisonnable, il s'est dit qu'il devait avoir été comme projeté dans le temps. Mais on n'a pas seulement vu d'étranges nuages au-dessus du triangle des Bermudes. En 2014, un pilote a rapporté avoir failli entrer en collision avec un objet volant qu'il était absolument incapable d'identifier. Certaines de ces rencontres étranges ont même été filmées. Ce fut le cas lors d'un vol au début de l'année 2015. Les passagers ont remarqué un curieux objet flottant juste au-dessus de l'océan. Les pilotes ne savent toujours pas ce dont il pouvait s'agir. Mais toutes les pistes ne sont pas aussi fantaisistes. Des océanographes, par exemple, ont aussi essayé d'expliquer pourquoi les bateaux disparaissaient à cet endroit. Ils sont donc récemment revenus à l'une de leurs premières théories, les vagues scélérates. Il s'agit d'immenses murs d'eau qui surgissent soudainement. Si plusieurs vagues se lèvent simultanément, elles se chevauchent comme un énorme sandwich de vagues. Si une seule vague peut atteindre plus de 10 mètres de haut et que plusieurs vagues se dressent ainsi en même temps, cela peut créer une vague scélérate pouvant dépasser les 30 mètres. Ce type de vague peut rapidement engloutir même le plus gros des navires. Les météorologues ont également leur propre explication, les nuages hexagonaux. Ces nuages inhabituels peuvent générer des vents allant jusqu'à 270 km/h. Et ils embrassent une superficie assez importante, certains pouvant atteindre entre 32 et 88 km de diamètre. Ainsi, les vagues prises dans ces vents peuvent s'élever jusqu'à 14 mètres. La force magnétique de la Terre pourrait aussi y être pour quelque chose. Dans le triangle des Bermudes, les boussoles pointent vers le vrai nord, le pôle nord géographique, plutôt que vers le nord magnétique, le pôle nord magnétique qui, lui, est changeant. Certains ont même expliqué que puisque ces deux pôles se chevauchent parfaitement dans le triangle des Bermudes, cela peut provoquer un phénomène magnétique qui pourrait faire dysfonctionner les systèmes de navigation. C'est ce qu'on appelle la ligne agonique. Le problème est que les scientifiques ont découvert que cette ligne se déplaçait chaque année. Elle a pu passer par le triangle des Bermudes à un moment donné, mais elle passe maintenant par le golfe du Mexique. D'autres phénomènes naturels étranges découverts le long de la côte norvégienne pourraient aider à expliquer pourquoi tant de navires ont péri dans le triangle des Bermudes. On y trouve des cratères qui mesurent jusqu'à 800 mètres de large et 48 mètres de profondeur. Les scientifiques pensent qu'ils ont été créés par des bulles de méthane. Ce gaz s'échapperait de dépôts enfouis profondément dans les fonds marins. Lorsque la poche de gaz atteint une certaine quantité, elle éclate à la surface et provoque des éruptions. Les pilotes et les capitaines évitent-ils cette zone aujourd'hui ?
Cela pourrait-il expliquer pourquoi il y a moins de navires qui s'y perdent de nos jours? Mais si tu as déjà pris l'avion de Miami à San Juan, à Porto Rico, tu sais probablement que ce n'est pas le cas. Quant aux bateaux, s'ils évitaient le triangle des Bermudes, c'en serait fini des vacances aux Caraïbes. Encore aujourd'hui, de nombreux vols passent au-dessus du triangle des Bermudes. Il est donc clair que personne ne l'évite. Cet endroit est l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde. De nos jours, le triangle des Bermudes connaît un trafic quotidien d'une grande intensité, que ce soit par voie maritime ou aérienne. Mais le triangle des Bermudes est effectivement soumis à des tempêtes tropicales et des ouragans très fréquents. N'oublions pas que le Gulf Stream, un fort courant océanique qui provoque de brusques changements météorologiques, passe par le triangle des Bermudes. De plus, le point le plus profond de l'océan Atlantique, la fosse de Milwaukee, est également situé dans le triangle des Bermudes. La fosse de Porto Rico, dont celle de Milwaukee fait partie, atteint presque 8380 mètres de profondeur à cet endroit. Donc, si on y réfléchit bien, tout ce mystère est une combinaison parfaite d'erreurs humaines, de mauvais temps et d'un trafic maritime considérable. Cela a été confirmé par les données fournies par les gardes-côtes américains. Si tu examines les statistiques, tu verras que le nombre de navires ou d'avions ayant disparu dans le triangle des Bermudes n'est pas plus grand que dans d'autres régions du monde. Les disparitions n'y sont pas plus fréquentes qu'ailleurs dans l'océan Atlantique. Selon les statistiques officielles, environ 50 navires et 20 avions auraient disparu en traversant cette zone. C'est une autre raison pour laquelle le nombre exact de naufrages est si difficile à déterminer. Si un navire est demeuré disparu, personne ne peut décrire son sauvetage dans les registres officiels. Il y a aussi des événements qui, tout simplement, n'ont pas eu lieu du tout. Et les rapports ne sont pas toujours fiables. Par exemple, les journaux locaux ont été étonnamment silencieux au sujet du crash d'un avion en 1937, au large de Daytona Beach, en Floride. Plus de 50 navires et 20 avions ont disparu dans le triangle des Bermudes depuis le milieu du 19e siècle. Cette région ne figure sur aucune carte papier et n'est pas une région officielle de l'Atlantique. Cette énorme zone aquatique est située non loin de la côte sud-est des États-Unis et effraie encore de nombreux marins. Mais tu n'as pas peur et tu veux prouver qu'il n'y a rien de spécial à cet endroit. Tu navigues jusqu'au centre du triangle des Bermudes sur un petit bateau de pêche. Tu éteins le moteur et tu attends. Plusieurs heures passent. Le soleil descend sous l'horizon. La nuit arrive. Tu es sur le point de retourner sur le rivage, mais soudain, tout devient trop calme. Puis, tu entends un clapotis. Tu regardes par-dessus bord et tu vois des centaines de poissons qui nagent vers la surface. Quelque chose de gros les a fait fuir. Quelque chose qui vient tout droit des profondeurs. La seconde suivante, tu remarques de grands yeux brillants et de longs tentacules qui s'étirent vers ton embarcation. Il semble que l'un des plus terribles mythes sur le triangle des Bermudes s'avère vrai. Un énorme calmar qui entraîne les bateaux vers le fond. Les histoires sur ces calmars sont apparues bien avant l'émergence des mythes du triangle des Bermudes. Pendant des siècles, les marins de Norvège et du Groenland ont raconté des histoires sur un monstre marin effrayant, le kraken. Dans ces histoires, le kraken brisait les ponts des navires avec ses tentacules géants et les entraînait au fond. L'approche de cette créature est impossible à prévoir car elle vient vers toi non pas par le côté, mais par le bas. Mais tout cela n'était que des légendes. Ce n'est qu'au 19e siècle que des preuves scientifiques de l'existence de ces monstres sont apparues. Le bec d'un calmar inconnu a été trouvé sur la côte du Danemark. La taille de la trouvaille était de 7,6 cm de diamètre, ce qui correspond à la taille d'une paume humaine. Il est alors devenu évident que le kraken était réel. Et ce n'est qu'une variété de calmars géants. Depuis, plus de 21 espèces de calmars géants ont été décrites. Mais la première vidéo montrant ce monstre a été enregistrée en 2004 dans les eaux de l'Atlantique Nord, non loin du triangle des Bermudes. Les biologistes marins ont utilisé un leurre pour attirer le calmar hors des profondeurs. L'énorme monstre mesurait environ 9 mètres de long, ce qui correspond à la moitié de la longueur d'une voiture de métro. Il est soudainement apparu de l'obscurité de l'océan et a rapidement attaqué le leurre, le serrant avec ses tentacules. Après cela, de nombreuses apparitions de calmars ont été enregistrées en photo et en vidéo. D'énormes calmars se sont échoués sur le rivage ou ont nagé devant des navires. Selon certaines archives, le plus grand monstre jamais trouvé mesurait 18 mètres de long et pesait presque 1 tonne. C'est la taille d'un grand bus. Certains scientifiques pensent que les calmars géants peuvent atteindre 45 mètres de long.
ce qui représente presque 2 fois la taille d'un terrain de basket. Mais cette grande taille n'est pas suffisante pour couler un navire. La première chose qui aide les calmars à y parvenir est l'effet de surprise. Les calmars viennent des profondeurs, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être vus depuis le pont. En revanche, le monstre peut voir le bateau de loin. Il a les plus grands yeux du monde, puisqu'un seul de ses yeux a la taille d'un ballon de basket. La vue d'un calmar géant lui permet de voir ses proies dans les sombres profondeurs de la mer, et à une grande distance. La plupart des créatures de la planète ne peuvent pas voir dans de telles conditions. Le calmar remarque ton bateau et te prend pour une proie. Il s'approche rapidement et attaque avec ses tentacules. Le calmar a 8 membres et 2 tentacules supplémentaires plus longs qu'il utilise pour apporter la nourriture à sa bouche en forme de bec. Les autres sont recouverts de dizaines de ventouses pleines de dents pointues. Rien ne peut s'échapper si le calmar l'attrape. Il enroule ses tentacules autour de ton bateau. Avec les dents de chaque bras, il mord le pont. 2 longs tentacules peuvent t'attraper pendant que tu cours en panique. Le calmar peut faire tanguer le bateau d'un côté à l'autre jusqu'à ce que l'une de ses parties s'enfonce dans l'eau. Tu te bats contre 2 tentacules et tu tombes. Les 8 bras du calmar serrent plus fort. Tu peux entendre la coque du bateau se fissurer. Le calmar est grand, mais il ne peut tout de même pas couler un grand objet en métal. Il n'a probablement pas pu couler les énormes navires qui ont disparu dans le triangle des Bermudes. Tu vois le calmar s'éloigner dans les profondeurs. Tu as eu de la chance cette fois-ci, mais tu n'arriverais certainement pas à gérer 2 monstres pareils en même temps. L'existence des calmars géants a été prouvée il y a plus de 150 ans. Mais les gens ne savent toujours rien d'eux. Le fait est qu'ils font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre. Ils nagent vite et passent la plupart de leur temps à des profondeurs de 400 à 900 mètres. Pour y descendre, les gens ont besoin de sous-marins robustes et d'équipements encombrants qui font beaucoup de bruit. Les calmars les remarquent beaucoup plus tôt et s'éloignent à la nage. Les scientifiques ne savent rien de leur comportement, de leur vie sociale, de leurs habitudes ou de la distance qu'ils parcourent pendant la journée. L'océan n'est exploré qu'à 5%. Il est possible que des millions de calmars géants nagent dans les profondeurs de la mer. Imagine que des centaines de tentacules géants s'étirent vers un groupe de navires naviguant dans le triangle des Bermudes. Dans les siècles passés, ils pouvaient facilement couler une flotte entière, car les navires étaient en bois et plus légers. Les calmars enveloppaient les ponts avec leurs solides tentacules, faisaient des trous dans les coques des navires avec leurs becs pointus. Les ventouses dentées pouvaient briser les mâts et déchirer les voiles. L'eau remplissait les cales et montait lentement sur le pont. Les navires coulaient en quelques minutes. Les survivants qui avaient la chance d'atteindre le rivage racontaient à tout le monde qu'il y avait d'énormes monstres. C'est ainsi que sont apparues les légendes du Kraken. Heureusement, nous disposons aujourd'hui de sonars et d'équipements spéciaux pour surveiller l'espace maritime. Tu démarres le moteur pour retourner jusqu'au rivage et tu remarques qu'une trentaine de tentacules s'étirent vers toi depuis l'eau. 3 calmars géants pressent le bateau de tous les côtés et le tirent vers le bas. Il semble qu'il n'y ait aucun moyen de s'en sortir. Tu regardes par-dessus bord et tu vois des yeux noirs qui te fixent. À ce moment-là, tu trouves une solution. Les calmars passent toute leur vie dans l'obscurité et ont peur de la lumière. Heureusement, tu as une fusée de détresse. Tu utilises pour faire fuir les monstres. Les calmars replongent dans l'eau, mais apparemment pas pour longtemps. Tu lâches plusieurs autres fusées dans l'océan et tu hurles de peur. La lumière rouge illumine les ténèbres de la mer et tu vois des centaines de tentacules en mouvement. Ils s'éloignent rapidement du feu en nageant à une distance sûre. À plein régime, tu fonces vers le rivage et libères toutes tes fusées de détresse dans l'eau. Tu ne laisses aucune chance aux calmars de s'approcher de toi. Enfin, tu arrives à la terre ferme, convaincu que tu ne reviendras jamais ici. La mauvaise nouvelle est que ces créatures ne nagent pas seulement dans le triangle des Bermudes. On a trouvé des calmars géants dans les océans du monde entier. Certes, il est possible que le calmar géant soit la principale raison de la disparition des navires. Mais cela ne fait pas du triangle des Bermudes un endroit unique. Des bateaux et des cargos disparaissent partout dans l'océan Atlantique. Et le triangle ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. De plus, cette zone est l'une des zones maritimes les plus populaires de l'Atlantique. Et plus les navires naviguent à un endroit, plus il y a statistiquement de navires perdus. De nombreux scientifiques pensent que la raison principale de ces disparitions ici est la fréquence des fortes tempêtes et des ouragans. Les Bermudes sont situées dans une zone de haute pression qui détourne les orages vers le triangle. Les vagues atteignent ici des tailles telles qu'elles peuvent retourner les navires. Le tonnerre et les éclairs fréquents mettent les avions hors d'état de nuire. Le champ magnétique de la Terre est affaibli à l'emplacement du triangle. Ce champ fonctionne comme un bouclier qui repousse les particules solaires. Ici, le rayonnement solaire traverse les couches supérieures de l'atmosphère et peut affecter négativement le fonctionnement de l'électronique. Il existe aussi une théorie qui dit que le triangle des Bermudes est le centre d'une anomalie magnétique.
Mais les scientifiques ont fait de nombreuses vérifications de la carte magnétique de cette région et n'ont trouvé aucune anomalie. Si tu dessines une carte et que tu traces une ligne qui va de l'île des Bermudes à Porto Rico puis à Miami et qui revient aux Bermudes, qu'est-ce que tu obtiens? Le tristement célèbre triangle connu pour avoir avalé des milliers de navires et d'avions au cours des siècles. Mais il y a un nouveau mystère dans cet endroit déjà énigmatique. Quelque chose se cache dans les eaux profondes et il laisse des indices bizarres de son existence. Splash! Ton sous-marin touche la surface de l'eau. Tu descends de 30, 300, 600, 900 mètres. Il fait de plus en plus sombre. Les parois du sous-marin craquent sous l'effet de la pression. Plus de 10 000 kPa, c'est un peu comme si le poids d'un piano à queue comprimait chaque centimètre carré de ton corps de tous les côtés. Tu es arrivé à destination. Il ne te reste plus qu'à repérer la bête. Juste à temps, dans le vide obscur, tu distingues une vive lueur verte au loin. Elle se rapproche. En s'approchant, elle grossit. C'est elle. Cette créature qui a laissé d'étranges marques circulaires sur les poissons, les dauphins, les baleines et même les autres requins. Le voici. Le scalet féroce. Ne te laisse pas tromper par sa taille. Il n'est peut-être pas plus long qu'une quille de bowling, mais cette créature est un parasite. Il s'attache aux autres animaux marins avec ses dents de scie parfaitement alignées. En une seule bouchée, il se remplit le ventre, se détache et continue sa journée. Son casse-croûte ambulant s'en va, lui aussi à la nage, encore vivant. La seule preuve de ce rendez-vous, une marque en forme de cookie sur son corps. Ne pense pas être en sécurité dans ton sous-marin. Ces petits gars audacieux sont connus pour s'en prendre aussi aux sous-marins. Tu décides de ne pas prendre le risque que le requin fasse un trou dans la seule chose qui t'empêche d'être réduit en bouillie par l'eau environnante. Tu pars à la rencontre d'autres créatures étranges qui se cachent dans le triangle des Bermudes. À une profondeur 2 fois plus grande, on trouvera le poisson-dragon. Contrairement aux autres habitants des eaux profondes, ces poissons produisent de la lumière dans la gamme infrarouge. Les autres poissons sont plutôt dans le bleu et le vert. Cela donne au poisson-dragon un énorme avantage. Il émet une lumière que les autres habitants marins ne peuvent pas percevoir. Les créatures qui veulent manger le poisson-dragon ne peuvent pas le détecter aussi bien que celles dont il se nourrit. Le vampire des abysses est un habitant des profondeurs vraiment unique. Ni vampire, ni calmar, ni pieuvre, cette chose est une espèce unique en son genre. Il a les plus grands yeux par rapport à la taille de son corps de tous les animaux de la planète. Lorsque le vampire des abysses se sent menacé, il enroule ses bras autour de son corps. En fait, c'est comme s'il se mettait à l'envers. Un autre animal à éviter ici est le terrifiant ver bobit. Il s'enfouit dans le plancher océanique, laissant une petite partie de son corps à l'air libre. Il se prépare pour l'heure du déjeuner avec ses pinces buccales bien écartées. Au menu, d'autres vers et poissons qui peuvent être 7 fois plus gros que le bobit. Il utilise ses 5 antennes pour détecter la proximité de son repas et... crac! En un instant, le ver s'élance vers l'avant et attrape sa proie avec ce qu'il lui sert de bouche. Ce n'est pas encore fini. Une fois que ses mâchoires sont verrouillées sur son repas, le ver y injecte son venin et le tire vers le bas, dans son terrier, pour se régaler. La langue de l'océan est l'une des tranchées les plus profondes du triangle des Bermudes. C'est aussi le lieu de reproduction secret des requins-tigres. Tu les reconnaîtras instantanément grâce à leurs rayures de tigre gris foncé sur les flancs. Il s'agit de la 2e plus grande espèce de requin prédateur après le grand requin blanc. Et avec une telle taille vient un prodigieux appétit. Les mammifères marins, les petits requins, les raies et les tortues vertes sont tous au menu. Si tu te retrouves un jour face à un requin-tigre, espérons que cela n'arrivera pas, rappelle-toi que tu peux déterminer l'âge du poisson en regardant ses rayures. Elles s'estompent avec le temps, donc plus le requin est jeune, plus ses rayures sont prononcées. Il y a beaucoup de zooplancton dans le triangle des Bermudes. Il s'agit généralement d'organismes de petite taille qui sont essentiels à la structure de la chaîne alimentaire de l'océan. Mais attention, si rien ne les mangeait et qu'on les laissait se développer de manière incontrôlée, le zooplancton recouvrirait le monde entier de multiples couches en seulement 4 mois. Oh, et le plus grand type de zooplancton est en fait la méduse. Les méduses existaient bien avant les dinosaures. Tu sais sans doute déjà que ton corps est composé de 60% d'eau. Eh bien, une méduse en est composée à 95%. Ainsi, si elle est rejetée sur le rivage, après quelques heures, la majeure partie de son corps va s'évaporer dans l'air. Il existe aussi une méduse qui vit éternellement.
la méduse immortelle peut revenir à son stade de polype et se développer à nouveau. On dirait quelque chose qui vient d'une autre planète, mais ce n'est pas une méduse de l'espace. Celle-ci existe vraiment d'ailleurs. Dans les années 90, la NASA a élevé des méduses dans l'espace pour voir ce que l'apesanteur leur faisait. Elles ont très bien vécu là-haut dans le cosmos. Mais quand elles sont redescendues sur Terre, elles ont eu du mal à se réadapter. L'anguille européenne n'est pas allée dans l'espace, mais elle est une sacrée globe-trotteuse. Elle se déplace depuis l'Europe jusqu'à la mer des Sargasses, où se trouve le triangle des Bermudes. À l'état larvaire, elle ne fait que dériver dans l'océan pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 ans. C'est aussi le caméléon des mers. Au fil des ans, l'anguille européenne change de couleur et passe du translucide au jaune, puis à l'argent métallique. Elle est nocturne et secrète. C'est le compagnon idéal pour dévaliser le réfrigérateur à minuit. Un calmar géant de plus de la moitié de la longueur d'un terrain de football américain s'est échoué sur une plage de Floride. Les chercheurs soupçonnent ce mastodonte de provenir de l'océan Atlantique, près du triangle des Bermudes. Les calmars géants sont les plus longs invertébrés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ils ont également les plus grands yeux jamais vus sur Terre. Ils sont aussi grands qu'un ballon de foot. Une autre créature que l'on trouve près du triangle des Bermudes est la crevette de Sterrer. Elles étaient si habiles à rester discrètes que personne ne soupçonnait l'existence de ces créatures jusqu'en 2011. Certaines femelles de ces crevettes cavernicoles portent un nombre impressionnant d'œufs en elles. Les scientifiques ont découvert qu'une femelle avait environ 2000 œufs attachés à son corps. Le pétrel des Bermudes est l'oiseau national des... Oui, vous l'avez deviné, Bermudes. C'est le deuxième oiseau de mer le plus rare de la planète. En fait, les gens pensaient que cette espèce avait disparu jusqu'en 1951, lorsqu'ils en ont repéré quelques-uns sur l'île. Il a un cri étrange qui te donnera des frissons dans le dos. Le mérou de Nassau ne se trouve que sur les côtes du sud de la Floride. Ce poisson est à l'affût et tend des embuscades à d'autres poissons, crabes et homards. Il est en quelque sorte apparenté à un aspirateur, car il aspire sa nourriture par son énorme bouche. Le poisson a aussi un mécanisme de défense plutôt cool. Comme le caméléon, il change de couleur lorsqu'il se sent en danger. Parfois, il prend une teinte plus claire ou plus foncée de sa couleur de base pour se fondre dans l'environnement. Ainsi, tu peux repérer un mérou de Nassau ou pas. Si par hasard tu te rends dans le triangle des Bermudes, tu verras probablement un requin-marteau. Ils utilisent cette tête emblématique en forme de marteau pour planter leur repas, des raies au fond de l'océan. La forme de leur tête leur permet également de mieux voir. Ils peuvent voir à presque 360 degrés tout autour, au-dessus et en dessous d'eux, à l'exception d'un angle mort situé juste devant leur nez. La tortue imbriquée n'a peut-être pas l'air intimidante, mais elle ingurgite tout ce qu'elle croise, avec son bec comparable à celui d'un oiseau. Des éponges de mer, des algues et même des méduses venimeuses. Beaucoup de choses présentes dans leur menu ne sont pas comestibles pour la plupart des autres espèces. Mais la graisse de leur corps peut absorber le venin et les toxines et elles s'en sortent indemnes. Le fameux triangle abrite également le ver de feu des Bermudes. Ce ne sont pas vraiment des vers, mais des larves. Ils produisent cette lumière vive à partir d'un organe situé près de leur queue. Cette lumière incite les petites créatures à venir vers eux, ce qui leur permet de capturer facilement leur repas. La plupart du temps, ils ont l'air plutôt ordinaires, mais ils ont un horaire étrangement fixe. Chaque 3e nuit après la pleine lune, en été, à une heure précise, le ver luisant s'illumine. Mais revenons à ces créatures plus cauchemardesques dans le triangle des Bermudes. Il y a le requin lutin. Il est considéré comme un fossile vivant car c'est la dernière espèce restante de sa famille animale. Il ne fait que la longueur de ton avant-bras et n'a l'air de rien. Mais si tu regardes bien, son repas s'approche trop près et boum! La mâchoire du requin sort de sa gueule et s'accroche à la créature malchanceuse. Une fois que les dents se sont refermées, la mâchoire retourne directement dans la bouche du requin. Et oui, tu partages la planète avec cette chose. La légende du triangle des Bermudes est l'un des rares mystères que nous ne pouvons toujours pas résoudre. Revenons 600 ans en arrière. L'histoire commence avec un Italien. Il voulait traverser l'océan pour atteindre l'Asie, un continent riche en épices, en soie, en minéraux, toutes ces merveilles. L'arrivée par voie terrestre était ridiculement longue, alors il se dit « Hé, pourquoi ne pas construire de solides bateaux, rassembler quelques marins et partir en Asie? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?» En fait, cet homme s'appelait Christophe Colomb. En 1492, avec un peu d'aide de la famille royale espagnole, il s'est embarqué pour son grand voyage. Tout se passait bien, à part le fait qu'il allait dans la mauvaise direction. Mais alors qu'il arrivait à la fin de son voyage, il a remarqué quelque chose de très étrange. Il ne le savait pas à ce moment-là, mais il naviguait dans le tristement célèbre
triangle des Bermudes. Le TB, le point de non-retour, l'endroit le plus effrayant entre les Bermudes, Porto Rico et la Floride. Il y a beaucoup d'histoires de bateaux, de paquebots et d'avions qui ont disparu dans ce mystérieux royaume. Certains ont été retrouvés des années plus tard et d'autres ont disparu de la surface de la Terre, gisant au fond de l'océan sans avoir été découverts. Enfin, on n'en sait rien. Car une chose est sûre, nous n'avons absolument aucune idée de ce qui se passe là-bas. Les gens essaient de comprendre depuis des années, mais rien, zéro, nada. Alors, qu'est-ce que Christophe Colomb a vu ce soir-là? Qu'est-ce qui l'a tellement effrayé? D'après ses journaux de bord, Christophe Colomb a vu un énorme éclair dans le ciel. Tu es peut-être un super dur à cuire, mais enfin, si tu navigues sans avoir aucune idée d'où tu es et que soudain tu vois un énorme éclair juste devant toi, tu fais quoi? Moi, tu me retrouverais caché sous le pont en train de mâcher un citron ou n'importe quoi. Ce n'est pas le seul mystère des mers qui existe, loin de là. Tu as déjà entendu parler du Kraken, un calamar géant qui peut avaler un navire entier, non? Tu as de la chance. Imagine que tu navigues sur un bateau, le vent dans les cheveux, les mains sur les hanches, comme dans ces vieux films de pirates. Et puis un énorme calamar surgit devant toi en provenance des eaux froides et sombres des profondeurs. Il enroule ses tentacules autour du navire et emporte le tout vers le fond de l'océan. Heureusement que tu as emporté un radeau de sauvetage. Et que dirais-tu d'un colossal serpent de mer qui poursuivrait ton bateau à toute vitesse à la recherche d'un casse-croûte pour ton déj? Cette chose s'appelle un léviathan, et tu ferais mieux de prier pour qu'il n'existe pas réellement. Ou les sirènes. Des créatures de mer méchantes mais belles. Elles aiment traîner sur les rochers et chanter du karaoké. Leur voix magique attire les marins, qui naviguent directement vers les rochers pointus. Ah oui, il y a aussi de gentilles sirènes, celles qui sont géniales, qui aiment aussi le karaoké, mais ne font pas couler les navires. Les bonnes vieilles sirènes, elles existent vraiment, elles, non? Et n'oublions pas les pirates avec des jambes en bois. Piller, voler, dire « Ah !» tous les 2 secondes. Au fait, à part ça, que font ces gars toute la journée? Revenons à notre ami italien Christophe Colomb. Peut-être qu'il a juste vu un orage. Pourquoi n'y a-t-il pas pensé? Eh bien, je n'ai pas 600 ans et je n'étais pas là. Comment pourrais-je le savoir? Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a jamais parlé de vagues énormes ou de fortes pluies, ni de vents violents, juste d'un simple éclair dans le ciel. Peut-être que des dauphins lançaient des feux d'artifice, ou une chose comme ça. Après l'éclair, Christophe Colomb a écrit que l'aiguille de sa boussole s'est mise à danser partout. Cela devient de plus en plus bizarre. Son récit se termine avec une gentille tortue dotée de lunettes de soleil qui a sauté hors de l'eau, a poussé les 3 bateaux vers la rive et a permis à tout le monde de descendre pour s'acheter des hot dogs. Je plaisante. Alors, que s'est-il passé? Les scientifiques pensent maintenant avoir la réponse. Roulement de tambour. Un astéroïde s'est écrasé dans l'océan. Affaire classée. Mais attends, et le truc avec la boussole, quel est le rapport avec un astéroïde? Les astéroïdes ont des formes et des tailles différentes, mais ils sont comme des œufs en chocolat, le meilleur se trouve à l'intérieur. Ils sont remplis de minéraux et de métaux qui valent des milliards de dollars. Les scientifiques essaient même de trouver comment atterrir sur un gros astéroïde pour l'exploiter. Il faudrait que ce soit un très gros astéroïde, un truc de la taille de Rhode Island quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances qu'il soit entouré d'un champ magnétique, ce qui faciliterait son atterrissage. Les scientifiques pensent que les champs magnétiques autour de certains astéroïdes peuvent durer des millions d'années. Mystère résolu. Peut-être. La boussole du capitaine Christophe Colomb est devenue folle à cause d'un astéroïde qui s'est écrasé juste devant lui. Ok. Cela pourrait en effet expliquer d'autres étranges histoires des Bermudes. Il y a une centaine d'années, le USS Cyclops a quitté la Barbade en direction de Baltimore et a traversé en plein milieu le triangle des Bermudes. Il n'est jamais arrivé à destination. Les équipes de recherche ont passé des années à le chercher, mais elles n'ont rien trouvé. Il a disparu juste comme ça. En 1945, 5 avions militaires ont disparu sans laisser de traces. Ils avaient justement survolé le triangle des Bermudes. Donc s'il y a un astéroïde au fond de la mer quelque part, pourquoi continue-t-il à poser des problèmes 500 ans plus tard? Les radars et les boussoles de l'époque dépendent du champ magnétique terrestre. Le radar permet de guider les vols autour du monde. Une lecture radar défectueuse, ce serait un problème. Essaie de mettre un aimant près d'une boussole pour voir ce qui se passe. L'aiguille de la boussole est son propre petit aimant. Et elle pointe toujours vers le nord. Mais si tu la places à côté d'un aimant assez puissant, l'aiguille tournera toujours pour lui faire face. Et si cette boussole est tout ce que tu as pour te guider vers le rivage? Les capitaines de navires chinois ont été les premiers à inventer les boussoles. Avant cela, les gens naviguaient le long du rivage ou simplement vers les îles qu'ils pouvaient voir. Grâce aux boussoles, les premiers marins pouvaient indiquer leur destination pour que d'autres personnes puissent y aller aussi. Maintenant que nous disposons de toutes ces nouvelles technologies, la question est de savoir si cet astéroïde est toujours là en bas. Comment pouvons-nous y aller pour le savoir?
Ce ne serait pas la première fois que nous plongerions dans les profondeurs de l'océan. Nous sommes déjà descendus dans la fosse des Mariannes, la plus profonde de la Terre. L'ascension du mont Everest ressemble à une blague comparée à la fosse des Mariannes. Seulement 2 personnes y sont déjà descendues. Comme c'est tellement profond, la pression de l'eau y est incroyable. Et la seule façon de descendre est de se mettre dans un réservoir high-tech, ou dans quelque chose qui ne s'écrasera pas sous toute cette pression. Et ce genre de choses n'est pas franchement bon marché. Et là-bas en bas, juste beaucoup d'obscurité, de calme et de beauté. Et un tas d'animaux bizarres. Le triangle des Bermudes n'est pas aussi profond que la fosse des Mariannes, alors on pourrait y descendre un jour plus facilement. On pourrait trouver l'astéroïde que Christophe Colomb a vu, cette fois avec des millions de petits poissons dessus qui auraient élu domicile. Tous ces bateaux et avions perdus qui ont disparu doivent être là quelque part aussi. Ou bien nous pourrions voir quelque chose que nous n'attendions pas. Nous pourrions aussi trouver d'anciennes espèces de calamars, de requins et de tortues avec des capacités spéciales, comme une vision nocturne. Nous pourrions trouver de l'or. Des navires remplis d'or et d'argent ont coulé sur leur chemin du retour des Amériques vers l'Europe. Certaines épaves présentaient des traces de feu, d'autres ont été séparées en 2 et la plupart sont toujours là. Une fois, des plongeurs japonais ont trouvé une ancienne pyramide sous-marine. Ils ne savent même pas si elle était naturelle ou si elle a été fabriquée par l'homme. Dans la mer Baltique, quelqu'un a capté une image bizarre au sonar d'un vaisseau spatial. Ou simplement c'est un rocher avec un aspect étrange. Un lac suisse cachait une belle voiture ancienne. Après avoir été sortie sur la rive et nettoyée, elle a été vendue pour plus de 350 000 $. Les pneus étaient encore gonflés. Des pêcheurs japonais ont trouvé un jour un petit bateau rond avec un couvercle en verre. Il y avait une femme avec des cheveux roux à l'intérieur. Certains pensaient que c'était un conte de fées devenu réalité. D'autres pensaient que c'était une créature magique et d'autres encore que c'était une espionne. Le triangle des Bermudes fait peur, mais les îles qui sont proches sont géniales. Les Bermudes sont une petite île où l'on parle anglais. Et les autres points du triangle sont la pointe de la Floride et l'île américaine de Porto Rico. Tu voudrais les visiter ? Le voyage a commencé comme n'importe quel autre. Le cargo SS Cotopaxi entame une nouvelle traversée vers la Havane, à Cuba, pour livrer du charbon. Nous sommes le 29 novembre 1925, mais pour le capitaine Meyer et son équipage, le départ du port de Charleston, en Caroline du Sud, sera le début du dernier voyage du navire. Son itinéraire passe par le triangle des Bermudes. 2 jours après avoir entamé le voyage, le Cotopaxi envoie un signal de détresse. Il a été pris dans une forte tempête tropicale et s'est renversé sur le côté. Le vent était très fort et il y avait aussi de puissants éclairs. La pluie a peu à peu rempli la cave du navire. Puis il y a eu un éclair blanc et le bateau a disparu sans laisser de traces. Plus tard, son épave est retrouvée dans le désert de Gobi qui se trouve dans une toute autre partie du monde. Les 32 membres de l'équipage, y compris le capitaine, sont portés disparus. Bien sûr, la partie concernant le désert de Gobi est fictive, mais pour l'un de ses films, Steven Spielberg a eu l'idée de faire déplacer le navire par des extraterrestres. Pourtant, dans la réalité, le navire n'a jamais été retrouvé et son équipage n'a vraiment laissé aucune trace. Il a été officiellement déclaré disparu 1 mois plus tard et personne n'a retrouvé l'épave. Cela semble être un cas classique d'événements mystérieux qui se produisent dans le triangle des Bermudes. Mais la plupart des mystères sont résolus tôt ou tard. En 2020, le Cotopaxi a en effet été retrouvé. Un homme du nom de Michael Barnett s'est installé en Floride pour étudier les épaves au large des côtes. Une épave en particulier a attiré son attention. Elle était beaucoup plus grande que les autres, et les locaux la surnommaient l'épave de l'ours. Elle se trouvait à environ 60 km de Saint-Augustine, dans le nord de la Floride. Mais personne n'avait jamais réussi à identifier la coque rouillée. Alors Michael a commencé à faire un travail de détective. Il a mesuré la taille de l'épave et a commencé à travailler sur toutes les informations qu'il a pu glaner. Il a fait des recherches dans des centaines de vieux journaux, a feuilleté les dossiers d'assurance et a examiné les artefacts trouvés sur l'épave. Après des centaines d'heures de travail acharné, Michael en était désormais persuadé. C'était bien le Cotopaxi. Mais quelques années auparavant, une rumeur avait circulé selon laquelle ce même navire avait été retrouvé au large des côtes de Cuba. Les gardes-côtes avaient retrouvé l'épave d'un cargo de la même taille qui ressemblait beaucoup à celui qui avait été perdu en 1925. Michael était convaincu qu'il se trompait, alors il s'est associé à des journalistes scientifiques et a continué à enquêter. Bientôt, ils ont découvert quelque chose qui semblait confirmer la théorie de Michael. Des plongeurs ont trouvé des valves en laiton avec les lettres SV dans l'épave du navire. Michael a suggéré que ces initiales faisaient référence à la Scott Valve Manufacturing Company. Le siège de cette société se trouvait dans le Michigan, non loin de l'endroit où le Cotopaxi avait été construit.
La société avait probablement fourni des pièces pour le Cotopaxi. L'énigme semblait donc résolue. L'épave de l'ours était en fait le cargo manquant. Mais Michael devait encore découvrir pourquoi le navire avait coulé. Quelque chose de mystérieux est-il vraiment arrivé au Cotopaxi dans le triangle des Bermudes? Plus tard, Michael a retrouvé le témoignage du charpentier du navire parmi de vieux papiers. Le charpentier affirmait que les écoutilles couvrant le charbon du navire étaient dans un état désastreux avant le naufrage. Les travaux de réparation des panneaux n'étaient pas terminés avant que l'équipage n'ait reçu l'ordre de partir pour Cuba. Donc si les panneaux d'écoutille étaient encore endommagés pendant le voyage, l'eau aurait pu facilement s'infiltrer à bord. Cette eau a probablement inondé la cale pendant la tempête tropicale. C'est sans doute la véritable raison pour laquelle le Cotopaxi a coulé. Il n'y avait vraiment rien de mystérieux là-dedans, juste une erreur commise par des gens ordinaires. Ce n'est là qu'un exemple parmi des dizaines, voire des centaines de navires et d'avions disparus dans le triangle des Bermudes. On ne sait toujours pas expliquer certains de ces incidents. Il semble qu'il y ait vraiment quelque chose de bizarre qui se passe là-bas. L'un de ces événements étranges s'est produit en 1948. Un avion de ligne se dirigeait vers Miami depuis San Juan, Porto Rico. Il a disparu dans la même zone que le Cotopaxi. Les 32 personnes à bord ont disparu sans laisser de traces. Le ciel était pourtant dégagé pendant tout le vol, mais les experts pensent que lorsque l'avion se trouvait à environ 75 km de la côte, il a pu être frappé par un fort vent qui l'a fait dévier de sa trajectoire. Des années plus tard, un avion similaire a été retrouvé dans la région du Triangle des Bermudes. Mais comme personne n'a pu établir l'immatriculation, il était impossible de dire avec certitude s'il s'agissait du même aéronef. Un événement encore plus étrange s'est produit peu de temps avant, en 1945. 5 avions ont disparu en même temps. Des pilotes stagiaires s'exerçaient à la navigation, mais quand ils ont terminé, il semble qu'ils n'aient pas pu retrouver leur chemin et qu'ils aient disparu. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont tombés en panne de carburant. Cela semble probable, mais les circonstances étaient quand même très étranges. Les stagiaires étaient supervisés par un pilote expérimenté qui avait 2500 heures de vol à son actif. Jamais il n'aurait laissé un groupe de pilotes débutants s'éloigner autant de leur base. Encore aujourd'hui, les gens débattent de ce qui aurait pu se passer. Certains insistent sur le fait que les pilotes ont rencontré quelque chose de surnaturel dans le triangle des Bermudes. Mais qui sait? Et voici un autre événement étrange qui s'est produit là-bas et qu'aucun expert n'a jamais pu expliquer. Le voyage dans le temps. En 1970, Bruce Gernon pilotait un avion entre l'île d'Andros et la côte de Floride. Alors qu'il se trouvait à 3500 mètres d'altitude, un nuage géant est apparu devant lui. Il grossissait à vue d'œil et le pilote n'a pas eu d'autre choix que de le traverser. Dès qu'il l'a fait, l'avion a été plongé dans l'obscurité. C'était comme si le jour s'était transformé en nuit en une fraction de seconde. Soudain, Bruce a commencé à voir des éclairs de lumière blanche autour de lui. Il était si brillant qu'ils illuminaient tout le ciel. Mais il était sûr que ce n'étaient pas des éclairs, même s'il ne pouvait pas vraiment expliquer ce que c'était. L'avion a continué à traverser l'étrange nuage pendant près d'une demi-heure. Bruce a remarqué que le nuage avait changé de forme pendant ce temps. L'espace autour de l'avion s'est transformé en un tunnel. Puis le tunnel a commencé à se rétrécir. Bruce est devenu très nerveux alors qu'il essayait de faire face aux commandes de l'avion. Tous ses instruments et son équipement de navigation devenaient fous et l'électronique a cessé de fonctionner. Puis une lumière blanche est apparue à la fin du tunnel. Comme dans les films, l'avion s'est échappé du tunnel de nuages qui se refermait à la toute dernière seconde. Tout allait bien, mais Bruce se retrouvait maintenant dans un brouillard blanc. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Il a alors réussi à contacter le contrôle au sol. Il a été choqué lorsqu'il a appris que son avion se trouvait déjà dans l'espace aérien, au-dessus de Miami. Il semblait que quelque chose d'impossible s'était produit. Bruce devait couvrir une distance d'environ 400 km pendant le vol. Cela prenait généralement environ 1h30. Mais il avait réussi en seulement 47 minutes, presque 2 fois plus vite que la normale. Quand Bruce a atterri, il est allé vérifier la quantité de carburant restant dans le réservoir. Il s'est avéré qu'il avait également consommé beaucoup moins que la quantité normale de carburant. Peut-il y avoir une explication logique à cet avion qui voyage dans le temps? Eh bien, les archives montrent qu'un grand nombre de taches solaires ont été détectées à la surface du Soleil ce jour-là et qu'il y avait un fort vent solaire. Cela aurait pu facilement rendre fous les appareils électroniques et les dispositifs de l'avion. Mais qu'en est-il du mystérieux nuage? La côte de Floride est une zone où 2 grands courants d'air se rencontrent. L'un a une pression élevée et l'autre une pression faible. Cela provoque beaucoup de nuages orageux dans la région. Mais les gens se demandent encore comment Bruce a pu couvrir cette distance aussi rapidement. Certains disent qu'une sorte de mystérieuse énergie noire a été impliquée. D'autres disent qu'il s'agissait d'une anomalie gravitationnelle qui a courbé l'espace et le temps. D'autres encore pensent que Bruce n'est qu'un imposteur. Nous ne connaissons toujours pas la vérité.
Alors y a-t-il vraiment quelque chose de surnaturel dans le triangle des Bermudes? Ou est-ce que ce ne sont que des coïncidences et des histoires inventées de toutes pièces? La vérité est que les avions et les navires ne disparaissent pas plus dans le triangle des Bermudes que partout ailleurs dans le monde. En 1945, 5 avions TBF Avenger ont pris leur envol pour un exercice d'entraînement de routine autour du triangle des Bermudes. Au milieu de l'exercice, les avions ont été frappés par une pluie intense et des vents violents, malgré les prévisions météorologiques qui indiquaient du beau temps. Les pilotes ont été désorientés et ont contacté la base par radio pour signaler que leurs équipements de navigation avaient cessé de fonctionner. La dernière chose que la base aura entendue était « Lorsque le premier avion descendra en dessous de 40 litres, nous descendrons tous ensemble. » Et ensuite, silence radio. Les 5 avions et leurs 14 membres d'équipage n'ont jamais été retrouvés. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. L'explorateur a raconté qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a remarqué une lumière géante apparaissant au loin, différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Christophe Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter, et elle lui a donné des indications pour le moins erratiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaissait sur aucune carte du monde. C'est parce que les institutions officielles refusent de reconnaître que cette zone existe réellement. Une théorie répandue suggère que les vagues scélérates seraient responsables des nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrêmes par les scientifiques. Elles se produisent lorsque différents modèles météorologiques ont lieu en même temps et provoquent de grandes vagues inattendues. Les témoins affirment que ces vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Elles pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Le triangle des Bermudes est le théâtre d'une météo assez intense et imprévisible. Les tempêtes se forment rapidement et de façon inattendue, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi si peu de signaux de détresse sont émis. Les pilotes et les marins ne voient jamais le mauvais temps venir. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. L'estimation approximative est de 50 navires et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'avaient aucune explication et aucune épave n'a jamais été retrouvée. Une autre théorie bizarre, qui tente de résoudre le mystère du triangle des Bermudes, vient de Charles Berlitz. Il insiste sur le fait que la zone abrite la cité perdue d'Atlantis. Selon lui, les navires et avions disparus et les équipements qui fonctionnent mal ont tous été causés par des rayons d'énergie émis par les cristaux spéciaux qui alimentent supposément l'Atlantide. Bien que cela semble farfelu, la théorie de Berlitz était suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes achètent son livre dans le monde entier. En 1800, un grand voilier appelé l'USS Pickering a quitté les États-Unis pour se rendre aux Antilles. Il a navigué dans le triangle des Bermudes avec son équipage de 90 hommes et on n'a plus jamais entendu parler de lui. L'USS Pickering a été le tout premier navire confirmé à disparaître dans le triangle des Bermudes. On pense qu'il a été emporté par une tempête, mais comme aucune épave n'a jamais été retrouvée, on n'en sera jamais certain. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une opération de recherche de grande ampleur a été déployée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tout signe de l'avion. L'un des bateaux de recherche était un aéroglisseur PBM-5 Mariner. L'aéroglisseur a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine 3 minutes plus tard. Ensuite, on n'a jamais entendu parler de lui. Aucune trace de lui, ni des 5 avions Avenger n'a jamais été trouvée. Une enquête a été lancée sur la disparition de tous ces appareils. Mais rien n'a jamais été découvert. Cette zone particulière de l'océan est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que ce simple fait explique tout le mystère. Statistiquement, plus la zone est fréquentée, plus la probabilité des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui constitue le mystère du triangle des Bermudes. C'est l'absence d'explication ou d'épave trouvée. Au fond de l'océan, les organismes en décomposition laissent échapper de grandes concentrations de méthane, qui restent piégées sous l'eau. Ce gaz peut s'accumuler jusqu'à ce que, boum, il explose. Le gaz remonte à la surface et fait éruption. Si un bateau se trouve dans la zone d'une de ces éruptions, l'eau devenant beaucoup moins dense peut le faire couler rapidement et sans avertissement. Les scientifiques pensent que cela pourrait être la cause des nombreuses disparitions dans le triangle des Bermudes.
Bien que cette théorie soit très logique, elle ne semble pas très probable. Le service géologique des États-Unis a déclaré qu'aucun rejet important de gaz ne se serait produit dans cette zone au cours des 15 000 dernières années. Le fond de l'océan est fait de roches contenant beaucoup de magnétite, laquelle ressemble à du fer. Les champs magnétiques réagissent à la forte concentration de magnétite au fond de l'océan, ce qui peut déclencher une sorte de conflit entre les deux. Cela peut souvent conduire à diverses anomalies météorologiques et, par conséquent, à des problèmes de navigation. Et naturellement, toute modification du plancher océanique ou des champs magnétiques de la Terre influence beaucoup le triangle des Bermudes. Comme le champ magnétique est en mouvement constant, il se pourrait qu'il emporte aussi le triangle des Bermudes avec lui. Maintenant que les gens savent où se trouve le triangle, il est facile de l'éviter. Il est censé se déplacer vers l'est en même temps que les pôles magnétiques. Mais les scientifiques ne savent toujours pas répondre à la question de savoir où il se trouvera exactement dans quelques années. Certaines personnes attribuent toutes les catastrophes à des activités extraterrestres paranormales. D'autres supposent qu'il s'agit de phénomènes naturels déchaînés. Il y a un autre triangle dans le lac Michigan. Tout comme celui qui se trouve près des Bermudes, le triangle du Michigan a acquis sa triste réputation à cause de plusieurs disparitions. La première documentée remonte à 1679. Un grand navire, l'un des plus grands de l'époque, est parti en expédition. Mais une fois arrivé au niveau du sinistre triangle, il n'est jamais revenu. Bien plus tard, un avion a disparu dans ce même triangle. Le ciel y est généralement très clair, mais en 1883, certaines personnes ont été témoins de phénomènes anormaux dans la région. Certains prétendent avoir vu de grands blocs de glace tomber du ciel, et l'équipage a même réussi à en récupérer un comme preuve irréfutable. Un autre triangle se trouve dans une zone mystérieuse de l'océan Pacifique, au large de la côte sud du Japon, non loin de Tokyo. Il y a une mer où de nombreux navires ont connu leur perte, disparaissant sans laisser de traces. On l'appelle le triangle du dragon. Certains scientifiques pensent que la cause des anomalies est due aux changements environnementaux. Il y a aussi une très forte concentration d'hydrate de méthane au fond de l'océan dans la région du triangle du Pacifique. Tu dévies de la trajectoire initiale et tu navigues dans la mauvaise direction. La mer des Caraïbes se trouve près du triangle, parsemée de petites îles. Le plancher océanique ici n'est pas profond. Ton navire peut pénétrer dans ces eaux peu profondes et se retrouver coincé dans les hauts fonds sans que tu n'aies aucune idée de l'endroit où tu te trouves. Si nous étions au XXIe siècle, le capitaine du navire serait capable d'atteindre le rivage en utilisant un GPS et d'autres moyens de navigation modernes. Mais le plus intéressant, c'est que la boussole fonctionnerait correctement cette fois, puisque le pôle nord magnétique ne coïncide plus avec le vrai depuis longtemps sur le territoire du triangle des Bermudes. La ligne agonique se trouve quelque part loin d'ici. Il n'y a plus de problème de navigation de nos jours, mais pour une raison quelconque, c'est ici que les navires disparaissent. Et pas seulement ici d'ailleurs. Dans tout l'océan Atlantique, il y a des endroits où beaucoup de navires ont disparu. Le triangle des Bermudes ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux navires font naufrage ici est que l'une des routes maritimes les plus populaires de l'Atlantique passe par le triangle des Bermudes. Et plus il y a de navires à un endroit, plus il y a de naufrages. Simple question de probabilité. Ensuite, ça commence à devenir bizarre. D'autres théories stipulent qu'il y aurait une faille spatio-temporelle dans cette région. Les vaisseaux et les avions tombent dans cette faille et se retrouvent dans le passé ou dans le futur. Mais pour des raisons évidentes, il n'y a pas une seule preuve de ce mythe. Il n'y a aucune raison de penser que la faille soit cachée quelque part ici. La base d'une civilisation extraterrestre pourrait aussi se trouver dans le triangle des Bermudes. Les visiteurs d'autres galaxies enlèveraient les navires avec leur équipage, si bien que personne ne retrouverait les épaves. Il s'agit également d'un mythe populaire sans aucune preuve scientifique. Enfin, le légendaire Kraken vivrait quelque part dans le triangle. C'est un énorme calmar censé attirer les navires vers le fond, et c'est aussi une légende que les marins se racontent. Toutefois, des calamars gigantesques vivent bel et bien dans les profondeurs de l'océan. Ils peuvent atteindre la taille de la moitié d'un wagon de train, mais aucun cas n'a été enregistré où l'un d'entre eux aurait coulé un grand navire. Et dans la région du triangle des Bermudes, on ne les a jamais vus. Les gens d'autrefois ne connaissaient pas l'existence de ces créatures. Alors, quand ils les ont vues pour la première fois, ils les ont décrites comme d'énormes et terribles monstres. Les calmars géants font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre, et les scientifiques ont dû utiliser des équipements à sonar pour les débusquer. Ils n'aiment pas quitter les sombres profondeurs et sont susceptibles d'avoir peur du bruit de tout navire. Voilà qui devrait donc les dédouaner de toute responsabilité.
Le triangle des Bermudes est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que c'est juste cette haute fréquentation qui explique le fameux mystère du triangle des Bermudes. En termes statistiques, plus la zone est fréquentée, plus la fréquence des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui est à l'origine du mystère du triangle des Bermudes, mais l'absence d'explication ou d'épaves retrouvées. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde, en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. Ce dernier raconte qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a remarqué l'apparition d'une lumière géante au loin, différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter et elle a donné des lectures erratiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Cela s'explique par le fait que les institutions officielles refusent de reconnaître l'existence de cette zone. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. L'estimation approximative est de 50 bateaux et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'ont pas d'explication et aucune épave n'a jamais été retrouvée. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une gigantesque opération de recherche a été menée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tout signe de l'avion. L'un des bateaux de recherche était un aéroglisseur PBM-5 Mariner. Celui-ci a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine 3 minutes plus tard. Ensuite, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Aucune trace n'a jamais été trouvée de l'aéroglisseur de sauvetage ou des 5 avions Avenger. Une vaste enquête a été lancée sur la disparition de tous ces engins, mais rien n'a jamais été découvert. Le triangle des Bermudes est une zone où le climat est assez violent et imprévisible. Les tempêtes se forment rapidement et de manière inattendue, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi peu de signaux de détresse sont émis. Les pilotes et les marins n'ont jamais vu venir la mauvaise météo. Une théorie très répandue suggère que les vagues scélérates sont responsables de ces nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrême par les scientifiques. Elles arrivent lorsque différents phénomènes météorologiques se produisent en même temps et provoquent de grandes vagues soudaines qui atteignent jusqu'à 30 mètres de haut. Les témoins disent que les vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Ces vagues pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Juste au large des côtes du Japon, tu trouveras le triangle des Bermudes de l'océan Pacifique. On l'appelle le triangle du dragon. Entre 1950 et 1954, 9 navires ont disparu dans cette zone sans laisser de traces. Le navire Kaiyo Maru 5 a été envoyé pour enquêter sur ces disparitions inexpliquées lorsqu'il s'est également volatilisé. Après cet incident, les autorités japonaises ont qualifié la zone de dangereuse et les marins ont été invités à l'éviter. Certaines personnes attribuent toutes les catastrophes à une quelconque activité paranormale extraterrestre. D'autres supposent qu'il s'agit de phénomènes naturels violents. Certains scientifiques pensent que la cause des anomalies est due aux changements environnementaux. Il y a aussi une très forte concentration d'hydrate de méthane au fond de l'océan dans la région des Bermudes du Pacifique. Ce gaz a tendance à se libérer et lorsque cela se produit, des bulles commencent à se former à la surface de l'eau. Ces éruptions de gaz peuvent interrompre la capacité de flotter et peuvent facilement couler un navire. À cause de cette réaction chimique, il ne resterait même pas une trace. Les volcans sous-marins seraient une autre explication possible du triangle du dragon japonais. En fait, ils peuvent même détruire de petites îles. Heureusement, personne n'y vit. Il est assez courant dans cette région que certaines îles disparaissent sous l'eau et que d'autres apparaissent sans prévenir en raison de l'activité sismique. Tu ne trouveras jamais le triangle du dragon sur aucune carte officielle du monde, donc personne n'est tout à fait sûr de sa taille réelle. En juillet 2015, 2 adolescents ont disparu après avoir pris la mer au large des côtes de la Floride. Le mystère plane sur ce que les 2 adolescents étaient réellement en train de faire. Ils ont dit à leurs parents qu'ils allaient simplement pêcher, mais ils ont dit à leurs amis qu'ils faisaient une traversée vers les Bahamas. Peu de temps après leur départ, une ligne d'orage s'est déplacée vers la région et les garçons n'ont jamais plus été vus. Une énorme recherche a été menée, mais malheureusement, rien n'a été trouvé. 1 an plus tard, le bateau du duo a été retrouvé au large des Bermudes avec un iPhone cassé et quelques effets personnels à l'intérieur. L'une des théories les plus populaires et les plus étranges pour tenter de résoudre le mystère du triangle des Bermudes émane de Charles Berlitz.
Il affirme que la région abrite la cité perdue de l'Atlantide. Selon lui, les navires et les avions disparus, ainsi que les équipements défectueux, ont tous été causés par les rayons d'énergie émis par les cristaux d'énergie spéciaux qui alimentent l'Atlantide. Bien que cela puisse paraître idiot, la théorie de Berlitz est suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes aient acheté son livre dans le monde entier. Auparavant, les boussoles ne fonctionnaient pas bien dans le triangle des Bermudes, car les lignes des deux pôles coïncidaient à cet endroit, le vrai nord et le nord magnétique. Si tu tombes sur cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement, mais le nord magnétique se déplace constamment et se trouve maintenant bien au-delà du triangle. Ta navigation est bonne, le matériel électronique aussi, mais le carburant du yacht est épuisé car tu as oublié d'éteindre le moteur. Aucune légende ne raconte que des pirates des siècles derniers opèrent dans le triangle des Bermudes ou que le Hollandais volant fait disparaître les autres navires. Une théorie populaire veut que les navires voyagent vers le passé ou le futur lointain à travers un portail temporel dans le triangle des Bermudes. Heureusement, ce ne sont que des mythes et toi, tu es bien ancré dans notre réalité. Et tu sais qu'il faut toujours attendre les sauveteurs. Imagine des centaines de tentacules géants qui se dirigent vers un groupe de navires qui naviguent dans le triangle des Bermudes. Dans les siècles précédents, ils auraient pu facilement couler une flotte entière, car les navires étaient en bois et plus légers. Les calmars enveloppaient les ponts avec leurs puissants tentacules et faisaient des trous dans les coques des navires avec leurs becs acérés. Les ventouses avec des dents pouvaient briser les mâts et déchirer les voiles. L'eau remplissait les cales et montait lentement sur le pont. Les navires coulaient en quelques minutes. Les survivants atteignaient le rivage et racontaient à tout le monde l'existence d'énormes monstres. C'est ainsi que sont apparues les légendes du Kraken. Heureusement, les gens disposent aujourd'hui de sonars et d'équipements pour surveiller l'espace maritime. On dit que la raison principale pour laquelle cet endroit est si énigmatique doit être les champs magnétiques qui forment ce triangle inquiétant. Le fond des océans est constitué de roches qui contiennent beaucoup de magnétite. Pas les aimants que tu mets sur ton frigo pour te souvenir de ton beau voyage à Paris. Il s'agit plutôt de fer. Les champs magnétiques réagissent à la forte concentration de magnétite au fond de l'océan, ce qui peut déclencher une sorte de conflit entre les deux. Cela peut souvent conduire à diverses anomalies météorologiques et, par conséquent, à des problèmes de navigation. Et naturellement, tout changement dans le fond de l'océan ou dans les champs magnétiques de la Terre influence fortement le triangle des Bermudes. Les champs magnétiques ont tendance à se déplacer, tout comme les plaques tectoniques et même les continents, même si nous ne le remarquons jamais. Le ciel est généralement très clair dans cette région, mais en 1883, des personnes ont été témoins de phénomènes anormaux. Certains prétendent avoir vu de grands blocs de glace tomber du ciel, et l'équipage a même réussi à en conserver un comme preuve irréfutable. Il semblerait que le triangle des Bermudes ait une existence non seulement sur Terre, mais aussi dans l'espace. Cependant, les vaisseaux spatiaux ne disparaissent généralement pas dans les airs. En fait, il n'y a pas d'air. Cette zone anormale est très étendue et s'étend juste au-dessus de l'Atlantique Sud. Elle s'étend du Chili au Zimbabwe et se situe à l'endroit où les ceintures de radiation de Van Allen sont les plus proches de la surface de notre planète. La Terre possède 2 ceintures de ce type, qui sont très utiles pour piéger les particules en provenance du Soleil. Elles font un excellent travail en protégeant la Terre des radiations. Le champ magnétique est plus faible, ce qui permet à la ceinture de radiation de la Terre de se rapprocher de la surface. Chaque fois qu'un satellite passe à proximité, il est exposé aux radiations, ce qui peut entraîner de graves dommages. Aucun satellite ne peut donc prendre de photos de cette anomalie. L'anomalie de l'Atlantique Sud est une partie de la Terre où les radiations naturelles sont incontrôlables. Pourtant, il existe peu de preuves que tous ces triangles soient réellement dangereux. Beaucoup de gens pensent que le triangle des Bermudes lui-même a prouvé à maintes reprises qu'il n'était rien d'autre qu'une œuvre de fiction. En fait, certains naufrages, comme celui de l'Helen Austin, ont gagné en popularité au milieu du XXe siècle, alors qu'avant cela, personne ne songeait à dessiner un triangle dans la région des Bermudes. Le mystère a été propagé par les auteurs de science-fiction et est devenu un mythe courant, alors qu'aucune recherche sérieuse n'a prouvé qu'il était plus dangereux que d'autres parties de l'océan mondial. L'équipage de l'Helen Austin, en 1881, n'était donc même pas au courant de l'existence du triangle des Bermudes à l'époque, et en avait encore moins peur. Et toi, qu'en penses-tu ? Des bateaux et des avions qui disparaissent sans laisser de traces. Des passagers qu'on ne revoit jamais. Des rapports sur d'étranges lumières dans le ciel.
Non, ce ne sont pas les scènes d'un prochain blockbuster hollywoodien, mais quelques-uns des événements étranges signalés depuis plus d'un siècle dans une zone sinistrement surnommée le cimetière du lac Ontario, également appelé le triangle des Bermudes du Canada ou le vortex de Marisburg. Il s'étend sur une partie du lac Ontario, de Kingston au comté canadien de Prince Edward et jusqu'à Oswego dans l'État américain de New York. Les récits concernant cette zone sont aussi glaçants que l'eau du lac sur laquelle ils ont eu lieu. L'histoire la plus troublante concerne la goélette appelée le Bavaria. C'était en 1889 et le bateau était remorqué sur le lac. Des eaux agitées ont rompu la corde de remorquage et le Bavaria s'est éloigné. Par chance, la goélette a été retrouvée plus tard entièrement intacte. Mais il manquait une chose, l'équipage. Pas une seule personne n'a été retrouvée à bord. Ce qui rend cette histoire encore plus bizarre, c'est que la table du dîner était mise, qu'on a découvert une miche de pain fraîchement cuite et que l'argent et les papiers du capitaine étaient au complet. Il y avait même un canari de compagnie qui gazouillait joyeusement comme si de rien n'était. Qu'est-il arrivé à l'équipage? Nous ne le saurons peut-être jamais. Et ce n'était pas un incident isolé. Un peu plus de 10 ans plus tard, en 1900, 3 navires, l'Animines, le Picton et l'Acacia, traversaient le lac. Seuls 2 d'entre eux parviendraient à leur destination finale. Le second, le Picton, naviguait à toute vitesse devant les autres, lorsqu'il a tout simplement disparu. Selon un cuisinier de l'Animines, nous étions bien avancés sur le lac et nous allions à un bon rythme quand tout à coup, nous avons vu les huniers du Picton se détacher, puis ses voiles inférieures se sont affalées. Et ensuite, alors que nous étions debout et que nous regardions, le Picton a tout simplement disparu. Il est possible que le navire ait coulé, car des débris ont été vus plus tard dans l'eau, mais le navire lui-même n'a jamais été retrouvé et aucun de ses membres d'équipage n'a jamais été localisé. Quelques semaines plus tard, une bouteille avec une note à l'intérieur a été découverte à Sackett Harbor, New York. La note était de la main du capitaine Sidley du Picton et attachait Vasey avec moi à une corde pour que nous soyons retrouvés ensemble. Vasey était le fils du capitaine âgé de 12 ans. La note soulève plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Si les témoins ont dit vrai, la disparition du navire a été assez rapide. Quand le capitaine Sidley a-t-il su qu'il était en danger? Pourquoi n'a-t-il pas appelé à l'aide s'il était prévenu? Quand a-t-il eu le temps d'écrire une note, de la mettre en bouteille et de s'attacher à son fils? Tout cela reste un mystère. Et il n'y a pas que les navires qui ont eu maille à partir avec les forces étranges de la région. Des avions ont aussi lutté pour s'en sortir en un seul morceau. En 1975, Ron Scott s'est envolé de l'aéroport de Picton dans son Cessna 172. Alors qu'il entrait dans le vortex de Marisburg, son appareil s'est incliné sur le côté. Pendant plusieurs secondes, il a été incapable de redresser l'avion, mais une fois qu'il l'a fait, la même force l'a fait basculer de l'autre côté. Encore une fois, il est resté coincé comme ça pendant quelques secondes, incapable de contrôler son aéronef. En pilote chevronné, il n'avait jamais rien connu de tel auparavant. Il a certainement été plus chanceux que le pilote de l'aviation royale canadienne, Barry Allen Newman. Newman se trouvait au même endroit en 1952 lorsqu'il a perdu le contrôle de son jet et s'est écrasé dans le lac. À ce jour, son corps n'a toujours pas été retrouvé. Au total, plus de 270 bateaux et au moins 40 avions ont connu une fin tragique dans la région. Pour ajouter au mystère, les gens signalent parfois une série de lumières ou d'orbes brillants ou encore un vaisseau sombre qui plane dans le ciel. Ces phénomènes sont encore plus difficiles à expliquer. Les témoins qui consentent à les signaler sont catégoriques. Ils sont bien réels. Sid Wells a déclaré qu'il avait observé une forme étrange, comme un diamant à multiples facettes, tourner lentement dans le ciel. Puis, elle a tout simplement disparu. D'autres personnes affirment l'avoir vue aussi. Bien sûr, le vortex de Marisburg n'est qu'un des nombreux endroits dans le monde connus sous le nom de ville vortex, un terme inventé par le biologiste et écrivain Ivan T. Sanderson. Il a découvert 12 autres zones équidistantes à la surface de la Terre où de drôles de choses se produisent. La plus connue d'entre elles est, bien sûr, le redoutable triangle des Bermudes. Situé dans l'océan Atlantique entre les Bermudes, la Floride et Porto Rico, il est tenu pour responsable de la disparition de milliers de personnes. Elles y sont entrées en bateau ou en avion, mais n'en sont jamais ressorties. Même l'explorateur Christophe Colomb a expérimenté le mystère du triangle des Bermudes lors de son premier voyage en Amérique en 1492. Il a affirmé que les boussoles pointaient dans la mauvaise direction, que le niveau de la mer semblait changer radicalement et qu'il a même aperçu d'étranges lumières dans le ciel.
En 1918, l'USS Cyclops, qui était l'un des plus gros navires-citernes de la marine américaine, a disparu à cet endroit. Comme les 309 membres d'équipage ont été déclarés perdus en mer lorsque le Cyclops a disparu, on considère qu'il s'agit de la plus grande perte en vie humaine de l'histoire de la marine américaine en un seul incident. À l'époque, la météo était bonne. Le seul message envoyé ce jour-là par le navire n'indiquait aucun problème ni aucune préoccupation. Et aucun signal de détresse n'a jamais été envoyé. Une enquête navale approfondie a suivi. Sa conclusion ? De nombreuses théories ont été avancées, mais aucune ne permet d'expliquer de manière satisfaisante la disparition du navire. En d'autres termes, les enquêteurs étaient perplexes. Il y a aussi le triangle du Dragon, situé dans l'océan Pacifique. L'histoire la plus troublante concerne un groupe de navires japonais qui ont disparu dans les années 50. Lorsque des chercheurs ont été envoyés pour enquêter sur ce qui s'était passé, ils ont eux aussi disparu. Dans chaque cas, il est impossible de savoir vraiment ce qui s'est passé. Et il est facile de se laisser emporter par les histoires de monstres marins géants qui se cachent sous les vagues. Sanderson était prêt à accepter la possibilité que de telles histoires soient vraies. Il pensait que les villes vortex qu'il étudiait pouvaient être expliquées par n'importe quoi, d'une ride dans le continuum espace-temps à des anomalies magnétiques, en passant par un mystérieux peuple aquatique. Bien sûr, Sanderson n'était pas seulement un grand fan des lieux étranges. Il a aussi écrit sur des créatures fantasmagoriques comme le Bigfoot et le monstre du Loch Ness. Ses compétences en tant que scientifique impartial sont toutefois discutables. En 1948, il a affirmé que des empreintes de pieds à 3 doigts, trouvées à Clearwater Beach en Floride, étaient la trace de manchots de 4,50 m de haut, arguant qu'il était impossible de les contrefaire. En 1988, Tony Signorini a finalement révélé que son ami et lui, en attachant des pieds en fonte à des baskets montantes, étaient à l'origine du canular du manchot géant. Peut-être que Sanderson n'est pas la source la plus fiable après tout, mais il existe aussi des explications tout à fait convaincantes et entièrement naturelles. Examinons plus particulièrement le vortex de Marisburg. Il est tout à fait possible que de navires comme le Bavaria et le Picton aient succombé à un mélange de malchance et de mauvais temps. Le temps instable n'est certainement pas rare sur le lac Ontario, et les tempêtes éclairs sur l'eau peuvent s'avérer dangereuses pour les marins les plus expérimentés. Encore aujourd'hui, malgré les progrès des prévisions météorologiques, on se trompe souvent. À l'époque, il n'y avait aucun moyen de prédire qu'une tempête était en approche. Et la météo n'était qu'un problème parmi d'autres. L'historien Marc Seguin a déclaré que la zone avait toujours été connue pour être dangereuse, car le lit du lac devient rapidement peu profond le long de la rive est. Il y a aussi de petites îles rocheuses et des hauts fonds disséminés dans toute la zone, ce qui rend la navigation risquée, surtout pour les grands bateaux ou ceux qui sont alourdis par une lourde cargaison. Au milieu du XXe siècle, les prévisions météorologiques modernes et l'amélioration de la construction navale ont atténué la plupart des dangers de la navigation sur les grands lacs, ce qui a entraîné moins de pertes. Le dernier grand naufrage sur l'un des grands lacs a été celui du SS Edmund Fitzgerald, qui a coulé au large des côtes du lac Supérieur en 1975 avec 29 membres d'équipage. Il semble que le vortex ne puisse rivaliser avec le progrès humain. Et en ce qui concerne les lumières ou les images dans le ciel, dans la plupart des cas, c'est le résultat d'un phénomène intéressant appelé inversion thermique. Lorsque cela se produit, une couche d'air chaud se retrouve piégée sous de l'air froid. Cela peut donner lieu à des mirages ou des reflets. Ainsi, une lumière au sol qui se trouve à des kilomètres peut se refléter dans le ciel, donnant l'impression d'un objet volant. D'autres parties du mystère pourront être résolues avec le temps. L'eau douce et les températures glaciales du lac Ontario aident à préserver les navires et les avions qui y ont sombré. Alors que les plongeurs et les chercheurs continuent d'explorer la région, peut-être percerons-nous enfin le mystère du Bavaria, du Picton, du capitaine Sidley et de son fils. Certaines personnes ont encore peur de naviguer dans cette région car plus de 50 navires et 20 avions y ont disparu depuis le milieu du 19e siècle. Tu ne trouveras pas cet endroit sur une carte papier ordinaire car ce n'est pas une région officielle de l'océan Atlantique. C'est juste une zone imaginaire en forme de triangle près de la côte sud-est des États-Unis. Aujourd'hui, nous allons démystifier tous les mythes et contes de fées concernant cet endroit. La théorie la plus populaire affirme que l'ancienne cité de l'Atlantide se trouvait autrefois à l'emplacement actuel du triangle des Bermudes. Elle était habitée par une civilisation plus avancée que le reste des habitants de la Terre. Dans cette zone, de mystérieux cristaux ont été installés et généraient une énergie infinie qui alimentait toute la ville. Puis la ville a coulé et ses ruines reposent toujours au fond de l'Atlantique. Mais parmi ces ruines, il y a encore des endroits où les cristaux fonctionnent. Ils sont la raison de la plupart des disparitions.
Les cristaux libèrent de façon aléatoire des faisceaux d'énergie vers la surface et détraquent les appareils électroniques des avions et des navires. Il n'y a aucun fait pour étayer cette théorie. Quelqu'un a un jour écrit cette légende dans un livre sur le triangle des Bermudes, et certaines personnes la soutiennent depuis. Cependant, il y a tout de même des faits bizarres concernant l'électronique. Les astronautes de la Station spatiale internationale ont remarqué que le champ magnétique de la Terre est affaibli dans la zone du triangle des Bermudes. Or, ce champ est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Au-dessus du triangle, les particules des rayons du Soleil se déplacent plus rapidement que dans toute autre partie de la planète. Cela provoque une instabilité de l'électronique des satellites qui orbitent dans l'atmosphère de la Terre. Mais cela ne s'applique pas aux navires et aux avions. Il y a aussi une théorie selon laquelle le triangle des Bermudes est le centre d'une anomalie magnétique causant des erreurs de navigation. Mais les contrôles réguliers de la carte magnétique de cette région ne révèlent aucun problème. Tu arrives sur place, l'eau est calme, il n'y a pas de tempête en vue, tu regardes ta boussole et tu vois la flèche bouger d'un côté à l'autre. Oh non, c'est parti! La panique monte en toi et tu tournes rapidement le gouvernail du bateau pour t'éloigner de cet endroit. Ne t'inquiète pas, il y a depuis longtemps une explication au comportement étrange des boussoles dans cette zone. Le triangle des Bermudes était l'un des rares endroits de la planète où le nord géographique et le nord magnétique se trouvaient exactement dans la même direction. Le nord géographique est le pôle nord de notre planète, tandis que le nord magnétique ondule constamment autour de la Terre. Parfois, les deux pôles coïncident, et la ligne droite qui relie le nord et le sud s'appelle la ligne agonique. Si tu tombes sur cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement, elle ne pointera pas exactement vers le nord. Imagine que tu sois le capitaine d'un navire naviguant dans le triangle des Bermudes au début du XXe siècle. Tu as besoin de savoir où se trouve le nord pour atteindre la côte. Tu regardes la boussole et elle pointe de façon incorrecte. Tu dévies de la trajectoire initiale et tu navigues dans la mauvaise direction. Près du triangle se trouve la mer des Caraïbes, parsemée de petites îles. Le plancher océanique n'y est pas très profond. Le navire peut pénétrer dans ces eaux peu profondes et se retrouver échoué sur un haut fond. Et tu n'as aucune idée de l'endroit où tu te trouves. Si nous étions au XXIe siècle, le capitaine du navire serait capable d'atteindre le rivage en utilisant le GPS et d'autres moyens de navigation modernes. Mais le plus intéressant, c'est que la boussole fonctionnerait correctement cette fois-ci, puisque le pôle nord magnétique ne coïnciderait plus avec le pôle géographique. La ligne agonique se trouve désormais loin d'ici. Il n'y a plus de problème de navigation maintenant, mais pour une raison quelconque, c'est ici que les bateaux disparaissent. En fait, pas seulement ici. Dans tout l'océan Atlantique, il y a des endroits où beaucoup plus de navires ont disparu. Le triangle des Bermudes ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux navires se sont perdus ici est que l'une des routes maritimes les plus populaires de l'Atlantique passe par le triangle des Bermudes. Et statistiquement, plus il y a de navires à un endroit, plus il y a de naufrages. D'autres théories stipulent qu'il y a une faille spatio-temporelle dans cette région. Les vaisseaux et les avions tombent dans cette faille et se retrouvent dans le passé ou le futur. Mais il n'y a à ce jour pas une seule preuve de ce mythe. Il n'y a aucune raison de penser que la faille soit cachée quelque part ici. La base d'une civilisation extraterrestre se trouverait dans le triangle des Bermudes, et les visiteurs d'autres galaxies s'empareraient des navires avec leurs équipages, si bien que personne ne retrouverait l'épave des navires. Il s'agit également d'un mythe populaire qui n'a aucune justification scientifique. On ne trouve pas de navire coulé ici, car on y trouve l'une des fosses océaniques les plus profondes du monde. Tout navire qui coule s'enfonce à une profondeur d'environ 5800 mètres. L'énorme pression et la distance font qu'il est difficile de retrouver les navires. De plus, la fosse de Porto Rico est toute proche. Or, à certains endroits, elle est profonde de 8000 mètres. Le Kraken vit quelque part dans le triangle. C'est un énorme calmar qui coule les bateaux et c'est aussi une légende que les marins se racontent. Il est vrai que des calmars gigantesques vivent dans les profondeurs de l'océan. Ils peuvent atteindre la taille de la moitié d'un wagon de train. Mais aucun cas n'a été enregistré où ils aient coulé un grand navire. Et dans la région du triangle des Bermudes, on n'en a même jamais vu. Les gens d'autrefois ne connaissaient pas l'existence de ces créatures. Alors quand ils les ont vues pour la première fois, ils les ont décrites comme d'énormes et terribles monstres. Les calmars géants font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre, et les scientifiques ont dû utiliser des équipements sonars pour les trouver. Ils n'aiment pas quitter les sombres profondeurs et sont susceptibles d'avoir peur du bruit d'un navire.
Une hypothèse plus réaliste concernant le mystère du triangle des Bermudes est le méthane. De grands dépôts de ce gaz peuvent être trouvés sous le plancher océanique de cette région. De là, le méthane est libéré dans l'eau et il prend la forme d'énormes bulles qui remontent rapidement à la surface. Ensuite, le gaz fait presque bouillir l'eau, créant des vagues qui coulent les navires. La théorie est assez réaliste, mais malgré de nombreuses études, celles-ci n'ont toujours pas confirmé la présence d'une concentration accrue de méthane dans la région. La dernière fois que ce phénomène s'est produit, c'était il y a 15 000 ans. Une autre théorie crédible implique l'apparition de vagues scélérates. Imagine une mer claire et calme, sans vent. Soudain, tu entends un fort grondement. En quelques secondes, une énorme vague de 30 mètres de haut apparaît de la surface et s'abat sur ton navire. Certains scientifiques pensent que les vagues scélérates sont créées par un courant marin de surface qui entre en collision avec un fort vent de face. Il existe une version qui prétend que la vague naît de la collision de courants chauds et froids. Mais la théorie la plus intéressante dit que les vagues sont formées par vampirisme cinétique. Dans certaines conditions naturelles, les vagues peuvent échanger de l'énergie cinétique. Et parmi toutes les vagues, il y en aura une, la vampire, qui récupère l'énergie de toutes les autres. Lorsqu'elle accumule suffisamment d'énergie, la vague vampire la déverse. Cela explique la force de l'impact et sa disparition soudaine. Ce phénomène est observé dans toutes les eaux des océans du monde, mais rien ne prouve qu'il se produise plus souvent dans le triangle des Bermudes. Si des vagues scélérates y sont apparues, ce n'était pas pendant un temps calme. Une mer agitée est la principale raison des disparitions de navires dans le triangle des Bermudes. Les tempêtes violentes et les ouragans y sont fréquents. Cela arrive parce que les Bermudes sont situées dans une zone de haute pression qui détourne les orages vers le triangle. Les énormes vagues renversent tout simplement les bateaux et les éclairs et le tonnerre perturbent l'électronique des avions. Il n'y a rien de mystérieux dans tout cela. Les orages et les disparitions de navires se produisent dans tous les océans. Mais beaucoup de légendes ont été créées sur le triangle des Bermudes. Tout a commencé au milieu du XXe siècle, lorsqu'un livre a été publié affirmant que l'Atlantide se trouvait dans les eaux du triangle. Aucune preuve n'a été donnée, mais les gens ont tellement aimé cette théorie mystérieuse qu'ils se sont mis à la développer. Ils ont commencé à faire des documentaires sur le sujet et à écrire de nouveaux livres. Chaque nouveau matériel consacré à la nature fantastique du triangle était basé non pas sur des faits, mais sur les théories d'autres livres et films. Et quand un sujet est populaire, on peut facilement gagner de l'argent avec. Les lecteurs l'apprécient et les auteurs sont récompensés. Oh salut! Aujourd'hui, tu vas faire un tour du monde. Et même si Phileas Fogg a pu faire ce voyage en 80 jours, tu sais, comme dans le livre de Jules Verne, je ne peux pas te promettre que toi, tu en reviendras sain et sauf. En réalité, le monde est aujourd'hui rempli d'anomalies inconnues. Autrefois, on ne les observait que dans le triangle des Bermudes, mais aujourd'hui, on les trouve partout. Nous entamons donc le voyage à partir de New York et notre première destination est Los Angeles. Le meilleur moyen de s'y rendre est l'avion. Mais même si un avion ordinaire est conçu pour résister à de violentes tempêtes, le tien est spécial. Ton propre aigle de fer a une coque renforcée, un réservoir de carburant agrandi et une capsule de sauvetage qui assurera ta survie en cas d'urgence. Parfait, tu décolles dans le ciel clair. Les nuages sont blancs, le soleil brille, il n'y a absolument aucune turbulence. Mais soudain, cette paix est rompue par des vents violents, des nuages noirs et des éclairs. Un de ces nuages a un aspect particulièrement sinistre. Il semble être vivant et grandir en taille. Tu n'as pas d'autre choix que de passer au travers. Tu prends une profonde respiration. Dès que tu voles là-dedans, tu plonges dans l'obscurité absolue. On ne voit que des flashs blancs. Ils illuminent les nuages noirs pendant quelques instants, mais ne ressemblent en rien aux éclairs. Les turbulences augmentent et tu peux à peine rester en contrôle des commandes. Soudain, le nuage commence à changer de configuration. Il prend graduellement la forme d'une sorte de tunnel et tu voles au centre de cet anneau. Mais maintenant, les parois du tunnel commencent à se refermer sur toi. La seule façon pour que tu puisses t'en sortir est de t'envoler vers la lumière au bout du tunnel. Ainsi, tu augmentes ta poussée et ta concentration. Tout le système électronique de l'avion grince et avertit du danger. Le moteur est à sa limite. Tu transpires à cause de la tension. Les parois du tunnel touchent presque les ailes de l'avion et tu as réussi. Tu as quitté ce nuage sombre au tout dernier moment. Pouah, tu peux souffler avec soulagement.
Maintenant, tu te retrouves dans un brouillard gris et dense. Tu n'y vois aucune ouverture à des kilomètres à la ronde. Ton radar fonctionne mal et ne peut pas te montrer où tu es. Il est temps de contacter le contrôle au sol et de déterminer ta position. Dès que le centre de contrôle répond, la surprise se lit dans tes yeux qui deviennent comme des boules de bowling. Il s'avère que tu es déjà dans l'espace aérien de Los Angeles. Quoi? Mais c'est tout simplement impossible. D'habitude, ce voyage dure environ 5 heures. Mais maintenant, tu as parcouru environ 4000 km 2 fois plus vite. Pour comprendre ce phénomène, nous devons ouvrir une encyclopédie des anomalies des Bermudes. Elle est assez populaire auprès des voyageurs d'aujourd'hui. Tu feuillettes le chapitre sur le voyage dans le temps et le voici. En décembre 1970, le pilote Bruce Gernon est tombé dans une anomalie similaire dans le triangle des Bermudes. Il a réussi à survivre et à partager son expérience. Les scientifiques ont pu expliquer la plupart des événements étranges qu'il a vus, mais le voyage à travers le temps reste un mystère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces tunnels aériens dans le monde entier. Eh bien, cette anomalie semble tout de même utile. Elle t'a permis d'économiser du temps et du carburant. Il est maintenant possible de faire atterrir l'avion, de changer de moyen de transport et de rejoindre ta prochaine destination, le Japon. Cette fois, tu voyageras par bateau. Une traversée de l'océan Pacifique devrait être calme et paisible, et tu pourras te reposer après un vol difficile. Mais quelques semaines plus tard, le capitaine du navire descend du pont et t'informe d'un fait terrible. Vous êtes perdu en mer. Les passagers sont catastrophés. Certaines personnes se mettent à invectiver le capitaine, l'accusant d'incompétence. En réponse, il montre une boussole qui était censée l'aider dans la navigation. Le dispositif est devenu fou. Son aiguille tourne comme la trotteuse d'une montre. Soudain, une pensée te vient à l'esprit. Vous êtes sûrement entré dans une autre zone anormale, la mer du diable. C'est un endroit aussi mystique que le triangle des Bermudes, et il est marqué d'un point rouge dans ton encyclopédie des anomalies. Entre 1950 et 1954, de nombreux navires et des centaines de membres d'équipage y ont disparu sans laisser de traces. En 1955, le Japon y a envoyé son navire de recherche Kaiyo Maru numéro 5 pour déterminer la cause des disparitions. Malheureusement, ce navire a également été porté disparu sans laisser de traces. Mais maintenant, il est clair qu'il y a une anomalie géomagnétique à cet endroit qui rend tous les compas fous. Cela est dû à la forte teneur en métaux dans le sol sous-marin. La flèche de la boussole magnétique est très sensible à ce genre de choses. Tu prends donc la situation en main et tu suggères d'utiliser d'autres méthodes de navigation. La navigation par radio ou par satellite ne fonctionne pas non plus. Alors tu lèves les yeux vers le ciel et tu remarques simplement le soleil. Le coucher de soleil est à l'ouest et c'est exactement la direction dont tu as besoin. Très vite, vous vous retrouvez enfin sur une terre ferme. Bienvenue au Japon. Quelques souvenirs et en route vers l'aéroport. Cette fois, tu te diriges vers la côte est de l'Inde. Le vol se passe bien. Il n'y a ni turbulence, ni dysfonctionnement des outils de l'avion. Tu observes le ciel nocturne à travers la fenêtre et tu vois soudain une lumière étrange. Elle est petite et se déplace de haut en bas. Les autres passagers n'y prêtent même pas attention. Pour eux, c'est une chose courante. Lorsque tu ouvres ton encyclopédie, tu apprends rapidement que la première personne qui a décrit cette anomalie est Christophe Colomb. Il a dit que c'était comme une bougie qui se déplaçait vers le haut. Il a également écrit qu'une flamme avait soudainement surgi dans la mer. Tout cela s'est passé alors qu'il naviguait dans la région du triangle des Bermudes pour son premier voyage vers le Nouveau Monde. Mais aujourd'hui, ces lumières sont courantes sur toute la planète. En Inde, tu achètes un billet pour un bateau de croisière qui va en Floride. Cet itinéraire est très populaire auprès des touristes, car il présente de nombreuses anomalies intéressantes. Il s'agit plutôt d'une attraction touristique maintenant. La première d'entre elles est un vaisseau fantôme. La chasse à ce navire a duré des semaines. Chaque fois que le bateau de croisière s'approchait du fantôme, un épais brouillard se déposait sur l'eau. Les touristes se tenaient sur des plateformes d'observation et cherchaient le mât du navire au loin. Mais il apparaissait et disparaissait comme un aileron de requin. Enfin, vous parvenez à vous rapprocher du navire. Mais tout le monde est prié de rester à bord du paquebot et de ne pas tenter de monter à bord du vaisseau fantôme. Tous les touristes connaissent la triste histoire du moment où ce fantôme a été trouvé pour la première fois. En 1880, l'Helen Austin a trouvé une goélette en dérive dans un épais brouillard. Le capitaine a envoyé quelques personnes en exploration. Ils ont trouvé beaucoup de cargaisons et d'objets personnels de valeur de l'équipage, mais il n'y avait aucune trace d'autres personnes.
on aurait dit que tout l'équipage du vaisseau fantôme avait tout simplement disparu. Le capitaine de l'Helen Austin a décidé de remorquer le fantôme jusqu'au port pour vendre sa cargaison. Mais dès leur départ, une forte tempête a séparé les navires et le fantôme a disparu. L'équipage a passé plusieurs jours à le chercher. Ils ont réussi à retrouver la goélette, mais le précieux trésor à bord avait disparu, tout comme l'équipage du vaisseau fantôme. Ainsi, tu continues ton voyage et après un certain temps, tu entres dans l'endroit le plus mystérieux de la planète, le triangle des Bermudes lui-même. Cette zone est considérée comme le lieu de naissance de toutes les anomalies. Tous les touristes se rassemblent sur un côté du bateau. L'endroit qu'ils regardent est comme un bain de bulles géant. Le capitaine fait une annonce. Tout type de feu ouvert est strictement interdit ici. Cette anomalie est en fait une source de gaz naturel. Des bulles de méthane jaillissent de la croûte terrestre et s'élèvent jusqu'au ciel. Ces dépôts sont responsables de la perte de nombreux navires. Bien sûr, si tu allumes une allumette à côté de ces bulles, eh bien, boum! La dernière partie du voyage de la Floride à New York sera très intense. Il y a des changements climatiques extrêmes dans cette région. Pour l'instant, le soleil brille et il n'y a pas de vent du tout. Mais dans une seconde, il va y avoir une forte tempête soudaine. La foudre frappe littéralement à chaque seconde et le ciel est entièrement recouvert de nuages noirs. Et en l'espace d'une minute, les rayons du soleil dispersent les nuages et l'orage prend fin. C'est une autre anomalie causée par le courant du Gulf Stream. D'énormes masses d'air chaud viennent à la rencontre des masses d'air froid. Cela provoque des changements de temps instantanés et de violents orages. De nombreux marins et pilotes ne sont pas prêts à affronter de telles conditions, ce qui entraîne la disparition de navires et d'équipages entiers sans laisser de traces. Mais aujourd'hui, comme ces anomalies sont partout, elles sont bien étudiées et ne doivent plus être craintes. Tu rentres chez toi sain et sauf et tu peux te vanter d'avoir connu les anomalies les plus brutales du triangle des Bermudes. Mais s'il te plaît, peux-tu renoncer aux Bermudas? Cela me rappelle trop de souvenirs. Le célèbre triangle des Bermudes dans l'Atlantique Nord semble depuis longtemps faire disparaître les voyageurs, les navires et les avions. Certains experts mettent cela sur le compte des mauvaises conditions météo. D'autres sont convaincus que la raison en est le trafic intense dans la région et l'erreur humaine. Beaucoup de gens croient aussi à des théories plus ou moins alambiquées. Les extraterrestres, la cité perdue de l'Atlantide ou même une météorite massive gisant au fond de l'océan. Il y a aussi ceux qui nient qu'il y ait quelque chose d'inhabituel dans cette région. Quoi qu'il en soit, le mystère perdure. Mais peu de gens savent que l'océan Atlantique Sud recèle lui aussi son propre mystère. Enfin, pas l'océan lui-même, mais un morceau d'espace au-dessus de cette zone. Il est surnommé le triangle des Bermudes de l'espace ou l'anomalie de l'Atlantique Sud. Là, la protection de la Terre contre les radiations solaires est beaucoup plus faible que partout ailleurs. Lorsque des vaisseaux spatiaux pénètrent dans cette zone, toutes sortes de problèmes surviennent. Par exemple, leur équipement peut défaillir ou tomber en panne sans prévenir. Lorsque la NASA a lancé son rover Perseverance, d'une valeur de 2,5 milliards de dollars en juillet 2020, les planificateurs de l'agence spatiale ont dû faire de leur mieux pour éviter le triangle des Bermudes de l'espace. Sinon, il aurait facilement pu faire des ravages sur le vaisseau spatial lancé en direction de Mars. Cette région étrange s'étend du Zimbabwe au Chili. L'anomalie elle-même semble être liée à l'une des deux ceintures de radiation de Van Allen. Ces ceintures sont des zones de rayonnement intense qui proviennent du vent solaire. Les particules chargées sont capturées par le champ magnétique de notre planète. Elles forment deux anneaux qui entourent la Terre, s'étendant de 650 à 58 000 km au-dessus de la surface. La ceinture intérieure de Van Allen est composée principalement de protons, tandis que la ceinture extérieure est principalement composée d'électrons. En piégeant les particules, les deux ceintures nous protègent, ainsi que notre planète, des effets néfastes du rayonnement solaire. L'anomalie de l'Atlantique Sud se trouve dans la région où la ceinture intérieure de Van Allen est très proche de la surface de la planète. À cet endroit, le champ magnétique terrestre est particulièrement faible. Rien n'empêche les rayons cosmiques d'atteindre une limite d'à peine 193 km au-dessus de la surface. Plus le rayonnement solaire est important, plus les particules à haute énergie se rassemblent au-dessus de l'océan Atlantique Sud. Le problème est que ce point de rayonnement est si bas que de nombreux satellites doivent le traverser en poursuivant leur orbite. Là, ils sont bombardés par des protons à une vitesse de 3000 impacts par centimètre carré par seconde. Pas étonnant que cela affecte tous les systèmes électroniques à bord d'un vaisseau spatial. Par exemple,
Le télescope Hubble traverse le triangle des Bermudes de l'espace plus de 10 fois par jour. Et il ne peut pas collecter d'informations lorsqu'il se trouve dans cette région. Si l'équipement n'est pas mis en mode sécurité, tous les systèmes du vaisseau spatial peuvent tomber en panne. De plus, plus l'électronique devient complexe, plus les problèmes se multiplient dans cette région de l'anomalie de l'Atlantique Sud et plus les dégâts s'avèrent coûteux. Le vaisseau spatial SpaceX CRS-1 Dragon a failli devenir incontrôlable en octobre 2012. Attaché à la Station spatiale internationale, il a connu de graves avaries lors de son passage dans l'anomalie magnétique. Heureusement, ces problèmes ont été de courte durée. En mars 2016, l'agence japonaise d'exploration aérospatiale a perdu le contact avec son satellite Hitomi. Celui-ci avait été lancé environ 1 mois auparavant pour étudier les processus qui se produisent dans l'univers. Plus tard, on a découvert que le vaisseau spatial s'était brisé en morceaux et s'était écrasé sur Terre. L'un des capteurs de mouvement a signalé que le satellite était en rotation, mais en réalité il était stable. Lorsque le système de contrôle a essayé d'empêcher la rotation non désirée et inexistante, le vaisseau spatial est tombé en morceaux. Cet accident a coûté près de 280 millions de dollars et 3 ans de préparation partis en fumée. Mais revenons au champ magnétique terrestre. Pourquoi est-il plus faible au-dessus de l'océan Atlantique Sud ? Plutôt que d'être une sphère parfaite, notre planète est bombée en son milieu. Si l'on mesurait le diamètre de la Terre à l'équateur, il serait 43 km plus large que celui de pôle à pôle. Dans les zones où il y a un creux, les particules chargées provenant de l'espace peuvent se rapprocher de la surface de notre planète. Le champ magnétique est créé lorsque des métaux liquides circulent dans le noyau externe de notre planète. Cela génère des courants électriques et donne également à la Terre ses pôles sud et nord. Mais ces pôles ne sont pas constants, car le champ magnétique de notre planète est en constante évolution. Parfois il s'affaiblit, parfois il se renforce. En ce moment, le champ magnétique de la Terre s'affaiblit. Ce processus a commencé il y a plus de 1000 ans. Les scientifiques ne nient pas qu'un jour les pôles magnétiques de la Terre pourraient basculer. Alors le pôle Nord deviendra le pôle Sud et vice-versa. De tels phénomènes se sont produits tout au long de l'histoire de notre planète. La dernière fois, c'est arrivé il y a environ 780 000 ans. Les experts ne savent toujours pas si un tel retournement va se produire cette fois-ci. Après tout, ce n'est pas un changement instantané. Ce long processus peut même tout à coup s'inverser. Cela s'est d'ailleurs produit il y a 40 000 ans. À cette époque, la Terre était sur le point d'inverser son pôle magnétique nord en pôle sud. Mais cet événement s'est avéré ne pas être un renversement complet. Alors que les scientifiques essayaient de déterminer depuis combien de temps l'anomalie de l'Atlantique Sud existait, ils ont fait une curieuse découverte géologique. Elle a montré à quoi ressemblait le champ magnétique de notre planète il y a plusieurs milliers d'années. Les Bantous étaient une tribu antique d'Africains qui vivaient il y a environ 1000 ans dans la région de la vallée du Limpopo. Aujourd'hui, cette région se trouve à l'intérieur de l'anomalie de l'Atlantique Sud. Les Bantous avaient un étrange rituel. Pendant les sécheresses, ils brûlaient leur propre hutte d'argile, en espérant qu'un tel sacrifice ferait pleuvoir. Mais lorsque l'argile brûlait à haute température, les minéraux magnétiques qu'elle contenait s'alignaient sur le champ magnétique terrestre. C'est pourquoi lorsque la substance se refroidissait, les minéraux montraient la configuration du champ magnétique de la planète. Cela a permis aux scientifiques d'apprendre que le processus d'affaiblissement de la magnétosphère a commencé il y a longtemps. Les modèles d'argile ont même spécifié certaines périodes où le processus était particulièrement actif. En 400-450, 700-750 et 1225-1550. Mieux encore, les chercheurs ont probablement trouvé la réponse au mystère du triangle des Bermudes de l'espace. Ils ont remarqué que la frontière entre le manteau de silicate de notre planète et son noyau externe de fer-nickel liquide présentait quelque chose d'anodin. Cette région se trouve à près de 2900 km sous la surface de la Terre, et c'est là que se trouve un énorme réservoir de roches ultra denses. Certains experts affirment qu'il pourrait être vieux de plusieurs dizaines de millions d'années et large de plusieurs milliers de kilomètres. On ne sait pas exactement comment une roche, même si elle est aussi massive, peut interférer avec le champ magnétique de la planète entière. Cela pourrait être dû au fait qu'elle est située juste entre le noyau externe en ébullition de la Terre et le manteau, qui est beaucoup plus rigide et plus froid. L'énorme bloc rocheux pourrait perturber la couche de fer, et c'est précisément ce qui contribue à former le champ magnétique de notre planète. Quelle qu'en soit la raison, c'est exactement sous l'Afrique que le champ magnétique est inversé. Et c'est ce qui est susceptible de causer l'anomalie qui affecte les vaisseaux spatiaux.
Au début, les scientifiques ont pensé que leur découverte signifiait que le champ magnétique allait de nouveau s'inverser. Si c'était vrai, notre planète connaîtrait plusieurs événements catastrophiques. Les continents pourraient commencer à s'incliner dans différentes directions. Cela déclencherait des tremblements de terre catastrophiques, entraînerait la disparition de nombreuses espèces et provoquerait des changements climatiques. Heureusement, rien ne prouve que les conséquences de l'inversion des pôles seraient aussi graves. Mieux encore, il se pourrait qu'elle n'ait pas lieu du tout. Après de plus amples recherches, il est apparu clairement que le triangle des Bermudes de l'espace n'est pas le témoin d'un renversement imminent des pôles. Les événements qui se déroulent sous le continent sont plus susceptibles de s'inscrire dans un schéma à plus grande échelle. Mais l'anomalie de l'Atlantique Sud est déjà assez effrayante en soi. Si cette zone continue à s'étendre, elle causera des problèmes non seulement dans l'espace, mais aussi sur Terre. Les ordinateurs et autres équipements électroniques tomberont en panne ou cesseront de fonctionner. Pour l'instant, le rayonnement est moins intense dans les couches inférieures de l'anomalie que dans sa partie supérieure. Mais au cours des 150 dernières années, le champ magnétique de la région a perdu plus de 15% de sa force. Cela ne signifie pas que la Terre sera laissée sans protection contre le rayonnement du Soleil dans un avenir proche. Les experts sont persuadés que cela n'arrivera pas avant au moins 1 milliard d'années. De plus, une sorte de champ magnétique a toujours existé à l'époque de l'inversion des pôles, même s'il était plus faible et plus complexe que notre champ magnétique moderne.